Bonjour Nina, Bonjour Chloé, tu vas bien? merci. Et toi? Oui, ça va très bien, je suis trop contente de t'avoir sur My New Step podcast. Je suis ravie également. Voilà. Alors moi, je t'ai rencontrée, sur LinkedIn parce que j'ai vu que, tu postais, pas mal de contenu, avec ton regard d'experte sur le droit du travail et ça m'intéresse en ce moment, notamment parce qu'il y a pas mal de questions qui reviennent, de potes, de collègues et cetera, sur différents sujets, que ça soit sur les augmentations de salaire, comment ça fonctionne, sur la rupture conventionnelle, les licenciements ou, il y a des choses dans mon contrat que je comprends pas. Enfin voilà, tous ces trucs-là qui reviennent et j'avais envie d'en parler avec toi et tu as gentiment accepté pour justement aider ceux qui nous écoutent à se sentir, on va dire, plus à l'aise et à être capable d'identifier des red flags, de la signature de leur contrat jusqu'à leur départ en fait, d'entreprise. Donc ce que je te propose, si tu le veux bien sûr, c'est que tu te présentes, tu nous dises un peu ce que tu fais parce que tu fais plein de choses Merci. C'est vrai. et comme ça me permettra, pour ceux qui ne te connaissent pas, de mieux comprendre ce que tu fais. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Ça me fait toujours plaisir de contribuer à donner des réponses parce qu'aujourd'hui, on manque de réponses. On a beaucoup de théories partout sur les sites internet, sur internet, les réseaux sociaux, etc. Et en fait, parfois, on ne trouve pas forcément une réponse adéquate à notre cas ou plutôt générique qu'on retrouve sur le terrain. Donc, merci beaucoup. Je suis très contente. Pour me présenter, donc, je suis juriste et RH avec une double casquette. Donc, j'ai eu une formation de juriste, j'ai préparé le barreau, tout ça. Donc, tout me prédestinait à être avocate. Et puis finalement non, j'ai j'ai renoncé, j'ai abandonné cette profession. Pour moi, il y avait beaucoup de contraintes derrière, c'était, quelque chose de prestigieux, de noble évidemment, mais quand je voyais la différence entre ce qu'on facture et ce qu'on gagnait avec les taxes, les charges, puis il y a presque plus de vie sociale donc j'ai préféré plutôt, switcher vers le monde de l'entreprise et donc j'ai continué en tant que juriste et à un moment donné, à un moment de ma vie, un moment assez douloureux au travail, je pense que beaucoup de personnes ont pu subir ça au retour de congé maternité. Et bien, malheureusement, j'ai eu une mise au placard, un harcèlement et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, c'est vrai que c'est dur, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que, j'essaie de comprendre pourquoi tout le monde déteste les RH, pourquoi tout le monde ne comprend pas sa direction RH ou alors, voilà, je continue avec mes biais, quand on connaît pas les coulisses et donc je suis devenue RH à ce moment-là. Je me suis formée, je suis devenue RH et j'ai vu ces fameuses coulisses dont tout le monde, parle mais, ne connaît pas la réalité et donc j'ai adopté cette double casquette juriste RH et aujourd'hui je forme dans les entreprises. Je forme des dirigeants, des équipes RH, et des élus CSE, donc des élus du personnel, sur, leur rôle en tant qu'acteurs de la prévention de la santé et sécurité au travail et je forme sur toutes les thématiques qu'on peut rencontrer en droit du travail sur le terrain. Trop bien. Il y avait beaucoup de choses et ça fait combien de temps que tu t'es lancée finalement à ton compte? En vérité, assez paradoxal parce que je m'étais lancée juste après avoir quitté mon travail de salarié, Mmh. donc il y a à peu près 2 ans et juste après, je découvre que je suis enceinte et je fais: «Oh purée, je pourrais pas travailler, comme je voulais», donc énorme pause, parentale, jusqu'à que j'accouche et à ce moment-là, le jour où j'avais quitté LinkedIn, hein, pendant plusieurs mois, je me suis dit: «C'est bon, c'est trop dur en fait, la grossesse est On est vue». comme non, hein. Tout le monde non, mais c'est assez paradoxal parce qu'il y a des gens qui disent, quand tu es, enceinte, ça va, c'est pas une maladie non plus. Mais ce n'est pas rien non plus. Je veux dire, il y a des femmes qui peuvent mal Puis ça vivre la dépend pour grossesse. qui, c'est ça. Absolument. Rien à Donc j'ai laissé tomber tout ça, j'ai accouché. Je me rappellerai toujours, quand, j'avais accouché, le lendemain dans ma chambre, une sage-femme me disait, «Vous parlez avec votre famille sur votre ordinateur?» Je dis: «Non, non, en fait, je suis en train de de faire un post LinkedIn». Et c'est elle qui m'a dit: «Mais vous êtes censée vous reposer madame». Et donc j'avais fait juste un petit post comme ça, 2 400 likes. Je fais: «Oh! Waouh!» Je fais: «Donc ça intéresse à ce point-là?» Et c'est comme ça que je me suis lancée. C'est incroyable. Comme ça, je me suis dit: «Allez go», ça fait 1 an. Je dis: «Go, je publie tous les jours, presque tous les jours», parce que bon, faut avoir des pauses aussi. Et j'ai commencé en fait à publier, à recevoir des demandes de clients, des prospects. C'est incroyable. Ça convenait parce que j'ai horreur de prospecter. Ah Hem, ouais. les gens venaient vers moi parce qu'ils aimaient ce que je faisais. Ça me permettait aussi de faire un filtre, hein, clairement, parce que j'avais pas envie d'aller voir des gens qui me disaient: «Mmh, je travaillerai jamais avec toi», pour toutes les raisons possibles, hein. La première raison, c'est évidemment parce que je porte un foulard et que pour certains, c'est pas du tout Mmh. dans leurs valeurs, ce que je peux comprendre et je ne force personne. Mais du coup, ce filtre, il me convenait parfaitement.
parce que les gens venaient, ils étaient attachés à ce que j'écrivais et à mon contenu. Et donc c'était un lien déjà créé avec cette communauté qui peut devenir client derrière. Ah ouais, mais parce que finalement, non mais déjà c'est assez incroyable comme histoire sur son lit de congé mat. Non mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que finalement, en tout cas sur LinkedIn, moi j'en ai pas vu avant. Pour moi, tu es une des premières en tout cas qui démocratise vraiment un sujet aussi, poussiéreux, un peu, qui est compliqué. Alors il y en avait même avant que j'arrive Mmh. évidemment, hein, il y avait des Oui, avocates, il y j'imagine, avait bien enfin je sûr. veux dire, je suis ni la première re ni la dernière, Mmh. mais c'est vrai que, j'ai adopté une approche un peu unique. C'est-à-dire que comme j'ai vu le terrain des RH, comme j'ai vu ce que c'était qu'être dirigeant dans une entreprise, je reportais, aux dirigeants et que je voyais comment ça se passait, j'ai appris à parler à cette cible. Donc j'ai appris à leur parler et à utiliser leur langage. Mmh. Je ne vais pas venir faire un pavé, dire, «La cour de cassation dit ça». Non. Sur le terrain, on n'a pas le temps. Sur le terrain, ils veulent savoir quelle est la conséquence de ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je peux faire pour rattraper? Qu'est-ce que je risque? C'est exactement ça. Et puis, tu vois, quand tu prends un pavé dans un article du code du travail, franchement, qui a envie de lire ça? Sincèrement, Mmh. qui a envie de lire ça? Donc je Mmh. me suis dit: «Allez, faisons un visuel». Moi, je suis très créative, donc j'adore dessiner, j'adorais faire des gribouillages un peu partout. J'ai commencé en mode amateur, hein, ça se trouve ce que je fais aujourd'hui, demain je vais le détester, tu vois? Mais je veux dire, on évolue. Mais Bah, mais oui! j'ai commencé à dessiner, je fais: «OK, je vais faire un truc comme ça, je vais faire un petit visuel sur Canva, gratuit, j'ai pas de logiciel». Tout le monde me demandait: «Mais alors tu fais sur quoi?» Je fais: «Tout à la main». Allez, mettons un carré par là, un petit cercle, une couleur, au départ, c'était des couleurs un peu criardes. Mais, et c'est là que je me suis dit: «En fait, c'est vrai, tu représentes un concept qui est assez jargonné, pas compris et tu le visualises en une image. Mmh. Tout de suite, c'est plus clair». Ouais. Évidemment, ça convient aux personnes visuelles. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus auditives, des personnes et j'essaie de faire en sorte de le rendre accessible aussi à tous les handicaps, Mmh. visuels et cetera, surtout au niveau des couleurs. Donc j'essaie toujours de mettre dans le post écrit, qui accompagne le visuel, comme une transcription finalement de ce qui est dans le visuel, puisqu'on me l'avait demandé. Donc j'essaye aussi de faire des efforts sur, l'accès au droit, mais aussi l'accès, visuel et c'est puis ça convient à pas mal de personnes donc voilà, je suis très contente, que ça aide au quotidien. Ah, c'est super ça. Ouais. En tout cas, ça fonctionne et c'est le principal et c'est vrai qu'aujourd'hui et d'ailleurs, il y a une phrase que tu m'avais dit quand on avait échangé qui a vraiment résonné, qui était de dire que, si les entreprises étaient plus alertes et plus connaisseuses, en fait, du droit du travail, il y aurait moins de problèmes de santé mentale, finalement. Absolument. Et donc c'est ça qu'on va parler aujourd'hui et donc ce que je te propose, c'est qu'on y aille vraiment, bah, de A à Z et donc on commence vraiment par le début, le tout début, quand on passe dans les entretiens, quand on passe les entretiens dans une entreprise. Déjà à ce stade-là, même avant la signature du contrat, est-ce qu'il y a des choses en tant qu'employé, des questions qu'on peut poser, des éléments qu'on peut vérifier pour, s'assurer de ne pas se faire avoir? Sur n'importe quel sujet, que ça soit du salaire au CSE, enfin voilà, à la période d'essai, renouvelable automatiquement ou pas, mais automatiquement, c'est pas censé être possible. Non. Voilà, je te laisse répondre à cette question extrêmement, ouverte. C'est très intéressant que tu commences dès le début parce que beaucoup pensent que le droit du travail s'applique uniquement à la signature. Sauf qu'à partir du moment où moi, employeur, je publie une annonce, je crée déjà je crée déjà une responsabilité que j'ai envers les candidats. C'est-à-dire que je vais publier une offre, on va dire, imaginons, dans cette offre, je ne mentionne pas, homme-femme. Je mets assistante de direction. Donc, je pars déjà avec un critère discriminant. Tout candidat qui va postuler à mon offre peut me poursuivre pour me dire: «Coucou, il manque la mention homme-femme». Mmh. Voilà. Alors oui, il y a des biais, cognitifs, dans le monde du travail. Souvent on dit assistante de direction, souvent secrétaire. Pour certains, c'est que des femmes. Pourtant non, évidemment, mais le droit, va réglementer ça. Donc déjà, quand je diffuse mon offre, si elle n'est pas légale, si elle n'est pas rédigée dans des termes, qui conviennent au droit du travail, déjà je m'engage en tant qu'employeur. Il y a ça, il y a, par exemple, ça c'est pas vraiment quelque chose de légal, mais quand même, qui est
qui est pour moi un red flag. C'est-à-dire que souvent, on a des templates d'offres d'emploi, on les prend, copie-colle, on les met. Dans la section avantages, tu vas retrouver 50% du transport, 50% de la mutuelle, congé payé. Merci! Le code du travail le demande, donc en quoi c'est un avantage? Ouais. C'est incroyable et je vois encore des offres d'emploi comme ça. Ah bah Et oui. ce qu'il faut comprendre Mmh. aujourd'hui, c'est que la génération actuelle ou la génération qui arrive sur le monde du travail dans le monde du travail, elle est exigeante et elle a raison. Elle est exigeante tout simplement parce que elle commence à comprendre ses droits. Quand tu regardes ce qui se passe sur Instagram et TikTok, loin de LinkedIn, hein, Instagram et TikTok, c'est 2 salles, 2 ambiances par rapport à LinkedIn. Tu postes une vidéo, j'ai une amie des RH, qui a le même prénom que moi, une lettre près, Lovna. Elle a posté, elle a été dans un média, il y a une vidéo qui a été postée d'elle, donc elle parle en tant que DRH. C'est des questions vrai-faux, donc c'est très rapide, c'est un montage très fluide, très rapide, saccadé et cetera. Donc elle parle de, ce qu'elle pense, ce qu'elle a vécu. Donc elle dit que oui, effectivement, il faut on ne lit pas les lettres de motivation, par exemple. Ce qui est vrai et moi je le dis tout le temps à des dirigeants: ne demandez pas des lettres de motivation, recevez les personnes. Eh bien, dans les commentaires, il y en a pas un qui était positif sur TikTok ou sur Instagram par rapport aux RH. C'est à cause d'elle que je n'ai pas réussi mes entretiens, et la vidéo a fait plus de 600 000 vues. Donc c'est là que je vois, en fait, la différence entre ce qu'on vit en entreprise et par rapport à comment cette génération qui arrive reçoit ce qu'elle voit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant qu'employeur, on doit faire attention dès le recrutement. Et ça s'applique dès la diffusion de l'offre d'emploi, mais aussi quand on commence à recevoir en entretien. En entretien, il y a des dérives, comme par exemple, aller contacter l'ancien manager du candidat, pardon, sans lui dire. C'est ce qu'on appelle la prise de référence. Mais il faut lui dire, le code du travail le dit, il faut informer de tous les dispositifs de collecte des informations. Et aujourd'hui, cette génération, elle est de plus en plus consciente de ses droits. Donc, les dirigeants, je pense qu'aujourd'hui, marque employeur, ça commence dès l'annonce. Donc, Mmh. on n'a plus le choix en tant qu'employeur que de se conformer. Et donc, aujourd'hui, une des questions qui peut être vraiment posée, que j'invite tous les candidats à poser, c'est bah, déjà pourquoi vous recrutez à ce poste. Et souvent, on nous dira peut-être que oui, il y a un accroissement d'activité, ou alors une personne est partie. Mais si la personne est partie, ce serait intéressant en tant que candidat de demander pourquoi elle a quitté son poste. Ou est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec des anciens salariés de chez vous pour mieux comprendre votre culture d'entreprise. Et il n'y a aucune honte ni aucune peur à demander ça parce qu'on le demande en tant qu'employeur. On demande des références. Et Tout à fait. parfois même beaucoup. Et pour des postes qui ne méritent pas de références. Voilà, j'ai un avis assez pardon, tranché sur la prise de référence, parce que pour moi, c'est totalement biaisé. Mmh. Soit on dit oui, et dans ce cas-là, on s'arrange avec un manager qu'on aime bien, ou on donne le contact de personnes qu'on aime dans cette entreprise, et donc dans ce cas-là, l'avis sera forcément positif. Soit on est sorti d'une situation où on était en détresse psychologique au travail, en burn-out, en harcèlement, et on a juste envie de quitter cette entreprise et de travailler ailleurs, mais on va donner la référence de qui? Donc je trouve ça très biaisé et ça va creuser un fossé entre la manière dont tu vas partir de l'entreprise. Donc ça, c'est des red flags à vraiment activer dès le départ, dès l'annonce d'emploi, dès que je commence à postuler, poser ces questions-là sur pourquoi vous recrutez, si on peut vous mettre en contact avec d'anciens salariés, et puis demander la convention collective. Parce que parfois, le salaire proposé n'est pas celui que la convention collective exige. Et on doit toujours donner le plus favorable aux salariés. Et puis dans la convention collective, il y a des avantages, il y a des primes. Donc là, on peut trouver des choses intéressantes que normalement on devrait mettre dans l'annonce d'emploi. Mais si le salarié ou le candidat qui arrive n'est pas au courant, Mmh. il ne le saura pas. Mmh. C'est important de le savoir. Donc ça, c'est des red flags, des choses à mettre en place dès le départ, avant même de signer quoi que ce soit. Oui, en fait, les red flags, on peut les voir très vite déjà dans l'annonce, Ah oui, oui. dans la fiche de poste. Absolument, Voilà. absolument, les red flags dans la fiche de poste aussi et d'ailleurs, il y a un wording assez spécifique, dans certaines offres d'emploi. «Nous sommes une grande famille», «Couteau suisse», «Vous êtes polyvalent». Stop, on arrête tout ça, on n'est Mmh. pas une grande famille. Bah, tant mieux, s'il y a une bonne ambiance, super, mais on aura un lien contractuel. Donc à partir du moment où il y a un contrat entre nous, on a des droits et obligations, l'un envers l'autre. Ouais, ouais. Couteau suisse et cetera, non, non, Mmh. non, on recrute pour un poste.
quel est ce poste, préparer la fiche de poste, préparer et par Sur la la scorecard. ah oui, bah, ça, recrutement L'objectif. objectif. Moi, j'en parle tout le temps. Est-ce que Ouais. vous avez une scorecard? Mmh. C'est quoi ça? On me dit: «C'est quoi ça?» Ouais. Non, mais on recrute au feeling. Donc, vous allez recruter de manière biaisée au feeling. Oui, il y a une part de subjectivité, on va pas nous l'enlever. Il y a une part où on se dit, «OK, ça s'est super bien passé, je la trouve souriante et cetera». OK, c'est super. Mais ça, ce n'est pas objectif. Imaginons la personne qui est arrivée, elle n'était pas souriante parce qu'elle a vécu un drame juste avant, parce qu'elle se sent pas bien et donc la scorecard, elle va permettre ça. Évidemment, on a une certaine tenue à avoir en entretien, on faut se sentir ouvert, avenant et ça. Mais je veux dire, si on a une scorecard qui va être notre fil conducteur quand on recrute, critère 1 coché, critère 2 pas coché et c'est des critères qui sont objectifs. Je ne vais pas me laisser submerger par mes biais. Je ne vais pas dire, «Bon, entre ces 2-là, ils ont coché les mêmes cases. Lui, je le prends parce qu'il m'a souri. Elle, je la prends pas parce qu'elle était pas souriante». C'est très dangereux, en Mmh. fait, parce qu'on ne connaît pas la vie des gens. Mais encore une fois, ça c'est, ce que je répète, mais dans les faits, c'est catastrophique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est catastrophique. Ouais. Non, mais moi, je le vois, je l'ai expérimenté même, pour, avoir, changé de boîte à plusieurs, reprises. Il y a quelques années, j'ai passé un entretien d'embauche. Pendant l'entretien, je me suis aperçue que leurs besoins n'étaient pas clairs. Les objectifs de vente, parce qu'il y avait de la vente dans l'entretien, étaient pas posés. Ah, Il y avait pas de fiche de poste qui était posée parce qu'en fait, j'ai entendu dire qu'il y avait un poste ouvert en bouche à oreille. Il y OK. avait pas de fiche de poste qui m'ont été présentées et aucune question sur la vente. Waouh! Et donc au final, effectivement, cet entretien, c'est pas enfin, dire, cette rencontre s'est pas faite en entreprise des 2 côtés, mais l'élément principal de refus de leur part, c'était que, c'était le sujet de la vente. Ils sont venus vers moi avant de repérer leurs besoins et donc moi, j'ai aujourd'hui, en fait, je suis capable de me dire: «Oui, mais en fait, du coup, si ça s'est pas bien passé, c'est que, bah, le besoin était pas clair, j'étais pas leur Non. target, j'étais pas leur besoin». Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peut-être se retrouvent dans des situations similaires et qui, en fait, le vivent comme un échec. Alors qu'en fait, bon, moi, j'ai pas envie de faire du commercial, personnellement, j'ai pas envie d'en faire 90 de mon job. Mmh. Peut-être 30 ou 40 ou 50, mais max, quoi. Et donc en fait, je trouve qu'il y a, voilà, le manque de préparation aussi, des RH sur ce sujet peut générer et pas que des RH, hein, parce qu'aussi c'est les managers qui voilà, on va pas J'allais y venir. voilà. Des managers ou même des dirigeants, peut amener finalement à une perte de confiance de jeunes candidats qui postulent et qui sont refusés, pas parce qu'ils ont pas les compétences, mais parce qu'en fait, ils répondent pas du tout aux besoins finalement de l'entreprise. Non, mais totalement et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand je discute avec des RH, ou des dirigeants, et qu'ils rejettent l'avis de cette génération qui, effectivement, met tout le monde dans le même sac. Mais, moi, je leur dis: «Comprenez, vous ne voulez pas essayer de comprendre pourquoi ils nous mettent tous dans le même sac?» C'est très simple, ce que tu disais sur, le besoin, j'ai vu dans énormément d'entreprises un besoin pas clair. Mmh. Un besoin qui n'est pas clair. L'étude du besoin du poste est très importante avant même de diffuser l'offre. J'ai eu des managers qui m'ont dit: «OK, tiens, tu publies cette offre, on a besoin d'un BizDev». D'accord. Sur quel périmètre? Pourquoi? Quelle expérience? École de commerce, tu prends. Non, non, attendez, on va pas discriminer par rapport au parcours académique. Expliquez-moi le besoin, le salaire proposé, et cetera et c'est un manque de préparation et surtout, c'est lié à un biais que tout le monde a, que le recrutement n'est pas un métier et pourtant, il faut être formé pour recruter et aujourd'hui, je forme des équipes de recrutement au droit du travail. Je ne les forme pas à recruter, mais je les forme au droit du travail et automatiquement, en étant formé au droit du travail, tu Ouais. comprends que quand tu recrutes, tu auras des warnings qui vont s'afficher chaque fois que tu penses que tu vas dévier un peu Mmh. et en fait, c'est la base. Mmh. Moi, je reviens toujours à la base, c'est quoi? C'est le droit. Ouais. À partir du moment où je vais proposer un contrat, je vais m'engager. Revenons au droit du Mmh travail. mh. Et cette génération-là qui commence à comprendre et connaître ses droits, elle exige. Elle exige un besoin clair. Elle exige qu'on lui dise de quoi on a besoin sur ce poste. Elle exige un salaire affiché. D'ailleurs, avec, J'allais en parler justement du avec la salaire. directive transparence salariale Oui, ça va qui venir. va arriver, Ouais. on n'aura plus le choix. Enfin, moi, si j'étais employeur, dès maintenant, je commence
à mettre en place de la transparence Ah, salariale. c'est insupportable. Ça crée vraiment des billets, en fait. Mais C'est-à-dire en fonction de la gueule du candidat, pardon, absolument, on va mettre un salaire à absolument. Je l'ai vu de mes propres yeux, et c'est là où s'il y a des personnes, des salariés, des candidats à l'emploi, peu importe, qui nous écoutent et qui nous voient, vraiment, hem, ce qu'il faut comprendre, c'est que le recruteur ou la personne qui recrute n'est pas décisionnaire. Le recruteur, on va lui transmettre un besoin, il va faire des entretiens. Tant mieux s'il est formé, s'il n'est pas formé, effectivement, il peut y avoir des couacs que je ne tolérerai pas non plus en tant que candidate, Mmh. mais on est humain malgré tout. Mais quand je te disais au tout début que j'ai connu ces coulisses, j'ai vu comment ça se passe derrière. Mmh. C'est-à-dire que, derrière le rideau, il faut aller demander faire le brief au manager. Le manager n'est pas toujours disponible, surtout pour des équipes commerciales, hein. Moi, je prends l'exemple de tout ce qui est sales et Mmh. cetera. Ils sont toujours chez le client ou alors ils sont toujours en train de bosser sur des propals et cetera. Ils sont presque jamais là, ils ont du mal à se poser. C'est difficile quand on est sales, hein, clairement. Donc pour le recruteur, son enjeu, ça va être d'aller récupérer le feedback, envoyer des mails, relancer. Pendant ce temps-là, le candidat, il attend. Il va penser quoi? J'ai fait l'entretien, mais personne m'a recontacté. C'est un manque de respect, et cetera. Oui, c'est un manque de respect, hein. Pour moi, quand on a vu la personne, quand on l'a reçue dans les locaux, quand on a pris du temps, pour s'entretenir avec elle et qu'elle a pris du temps, qu'elle a investi, elle a Elle s'est pris les déplacée. transports, elle est venue. Oui, et puis c'est stressant aussi. Mais bien Donc sûr, la chapeau bas. moindre des choses, c'est de m'appeler, de me dire pourquoi je ne suis pas pris Mmh. ou alors de me rassurer. En fait, je pense qu'il faut avoir des templates. Dans des équipes, des grosses structures où c'est bien rodé, c'est bien organisé, il y a des templates, Mmh. avec, dans leur SIRH, par exemple, dans les logiciels ou les ATS, parfois, quand on a en tout cas des solutions, numériques, digitalisées de recrutement, il y a des templates qu'on peut actionner ou sinon, moi, je trouve que c'est super intéressant aussi de se dire que: «OK, je rencontre combien de candidats?» J'en rencontre 10, admettons. Déjà 10, c'est beaucoup, hein. 10, sur ces 10 là, j'en ai reçu combien d'entretiens? Et ben, chaque personne que j'ai reçue, j'ai pas le feedback du manager, et ben, un petit SMS, un petit appel, 2 secondes, genre 2 minutes. «Bonjour, hein, le manager m'a pas fait encore de feedback, ils sont, en déplacement, je reviens vers vous dès que c'est possible, juste je vous préviens. Est-ce que vous avez encore, d'autres, propositions à côté?» C'est important, ça le respect Et pour le ça, c'est la marque employeur, en fait, hein, non mais c'est la marque en employeur, plus. Je veux dire, dès le départ. une mauvaise expérience d'entretien, Ah c'est de tout. parcours, ah bah, Moi, ça je donne me pas envie, souviens hein. de mauvaises expériences d'entretien. Là et c'est incroyable, hein. J'ai eu une mauvaise expé enfin, pas une seule, hein, mais il y en a une que j'ai eue récemment, enfin récemment avant de me lancer à mon compte et c'est ce qui a fait que je m'étais mise à mon compte parce que je disais: «Stop, c'est fini le manque de respect». Et ben, incroyable, leurs équipes m'avaient contactée, à un moment pour une formation. Et là, je me suis dit: «Donc en fait, vous m'avez pas recrutée, vous m'avez manqué de respect à un moment». La même personne, hein. Il y a eu vraiment un vrai manque de respect en entretien. Manque de respect et là, on a besoin de moi pour une formation. OK, c'est super, je me dis: «C'est flatteur, on a Mmh. besoin de moi». Mais en fait, j'ai gardé leur marque employeur entachée comme ça, de cette Mmh manière mh. dont ils ont mené les recrutements, de la manière dont ils se sont comportés avec moi en entretien. Pour moi, jamais je travaillerai pour eux. Et donc aujourd'hui, il faut faire attention à cette marque employeur qui va démarrer dès le départ. Bien sûr, mais c'est Mon l'enfer. entretien, en fait, le candidat, il est ambassadeur aussi de Et l'entreprise, hein. ouais. Mais les entreprises sous-estiment énormément le bouche à oreille, hein. Et d'ailleurs, sur les sites où on peut noter, je ne veux pas donner Mmh. de nom, mais il y en a un qui est très connu, les sites où on peut noter les entreprises, il y a des notes d'entretien. On peut aller renseigner les informations suite aux entretiens qu'on a fait avec l'entreprise. On n'est pas forcément salarié dans cette entreprise, donc on est candidat. Donc ça veut dire que en tant que candidat, j'ai déjà un pouvoir Mmh. sur l'entreprise. Mmh mh. Ce n'est plus un rapport dominant-dominé et Mmh. il faut l'intégrer. Mmh mh. Difficile peut-être pour certains, mais il faut l'intégrer. Moi, c'est vrai que quand je regarde un contrat, pour me rassurer, j'ai tendance à regarder méticuleusement les différents trucs pour être Très sûre bien. que machin. Mais après, parfois, il y a des choses qui me paraissent un peu floues. Parfois, il y a des phrases, franchement, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils essayent de me dire là?» Et donc je me dis pour un jeune candidat ou pour un candidat, voilà, qui a pas forcément, l'habitude, voilà, d'être en contact avec le droit, qu'est-ce que tu proposes d'aller regarder spécifiquement? Quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention pour s'assurer qu'on voilà, on n'a pas de red flag, dans le contrat? Bah, c'est une très bonne question parce que c'est là où on fait le plus d'erreurs. C'est qu'on regarde jamais son contrat et pour rassurer, les personnes qui écouteront, moi-même, je n'avais pas lu mon contrat quand j'avais été salariée juriste.
donc j'ai même pas lu mon contrat. Tu étais en confiance peut-être aussi? Je sortais d'une précarité, j'avais abandonné mon doctorat, je sortais d'une précarité, il fallait que je trouve un CDI et j'ai accepté. Et c'est pour ça que je comprends vraiment les dynamiques aujourd'hui de certains jeunes, qui, arrivent sur le marché du travail, et je comprends aussi les seniors, quand, ils ont du mal à trouver un travail parce qu'ils ont été, licenciés, parce qu'ils sont partis en rupture conventionnelle et aujourd'hui apparemment il y a une date de péremption à partir de 45 ans et surtout quand on est une femme, donc franchement je trouve que bref, J'imagine c'est que très difficile à gérer. Donc, la première chose à regarder sur son contrat de travail, c'est déjà la première chose, c'est de prendre le temps. Parce que souvent, on nous dit: «On vous envoie le contrat, vous le signez, est-ce que vous pouvez me le renvoyer dans l'heure?» Non, on prend le temps et c'est important de poser mmh cette limite. C'est-à-dire que je prends le temps, minimum une journée. Si je travaille à côté, si je suis en préavis, c'est en fonction de mes besoins, mais je prends le temps. mh. Si on a besoin que d'une heure, c'est très bien. Je prends le temps, je prends ce contrat, je vais le lire, le décortiquer. Pour le décortiquer, la première chose à faire, c'est de savoir quel est l'employeur. Pourquoi? Parce que des fois, on peut être contacté par l'enseigne groupe et en fait, on va voir qu'on est rattaché à la filiale. La filiale se trouve où? Ah non, c'est une autre localisation. La filiale, c'est qui? Je ne sais pas, peut-être que, en fait, c'est des choses importantes. Quelle est l'identité de l'employeur? Et c'est ce qui va figurer Mmh. sur la fiche de paye, clairement. Donc quelle est l'identité de l'employeur? Premièrement, la qualification, l'intitulé de poste, la classification dans la convention collective. Pourquoi? Parce que je vais aller regarder à quoi correspond mon grade ou, ma Mmh. classification sur la convention collective. Je vais aller peut-être me rendre compte que: «Ah non, le salaire n'est pas bon» ou alors on m'a rémunéré en dessous de ma qualification. Mmh. C'est pour ça que c'est important. Mais pourtant personne ne le fait, hein. Enfin clairement ou alors rares sont les personnes qui vont aller vérifier les conventions collectives, voir si dans la grille de la convention collective, déjà, est-ce qu'on m'a rémunéré au-dessus du SMIC? Parce que clairement, si les minimums conventionnels, sont plus bas que le SMIC, c'est pas possible. Bah, on doit toujours avoir le plus favorable, donc au moins le SMIC et ensuite le minimum conventionnel, on va aller regarder si en fonction de la classification, je suis bien rémunérée et est-ce que c'est bien le bon intitulé de poste aussi? La position, le coefficient et ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment le premier warning dès qu'on lit un contrat. Deuxième chose, évidemment, donc la date d'entrée, ça on l'aura convenu ensemble, voilà, par rapport peut-être à un préavis, par rapport aux besoins de l'entreprise. Le salaire, la rémunération. Mmh. Dans la rémunération, voir s'il n'y a pas un variable. Quel est ce variable? Et en général, les entreprises ne mettent pas de clause de variable parce que ça engage. Je comprends. Mais en revanche, il faut exiger quand même un écrit. Si pendant l'entretien, je prends l'exemple de sales, on t'a dit que, tu allais avoir, tel pourcentage sur, tant de ventes, cette année et cetera, qu'on te l'a dit à l'oral mais qu'on te l'a jamais écrit, comment tu sais que tu vas remplir tes objectifs? Tu vois? Tu seras dans le flou et donc ça, c'est important. Donc si c'est pas dans le contrat de travail, il faut un mail. Au moins dans la proposition qu'on vous fera, à un moment donné, dans le mail, le variable. Ensuite, regardez le lieu de travail. Important le lieu de travail, comme je Mmh. disais, si en fonction des établissements, les déplacements et ensuite on arrive aux clauses. Les clauses importantes. Il n'est pas obligatoire d'avoir une période d'essai, mais en général, il y a une période d'essai. Il faut regarder de combien de temps elle est. Il faut regarder si elle correspond bien à la catégorie, si on est cadre, si on est ouvrier, si on est employé. Et puis évidemment, le renouvellement automatique, c'est illégal. C'est tout, le renouvellement automatique, s'il est inscrit comme ça, c'est impossible parce qu'on ne renouvelle pas de manière automatique, même si je sais qu'en interne, souvent, on dit: «Oui, non, on renouvelle». Et du coup, je ça me pose question cette partie-là, la RC de la PE, de la période d'essai, parce que quels sont les motifs, à poser, alignés avec le droit pour dire qu'on renouvelle la période d'essai de son employé? Il n'y a pas de motif mentionné clair et net. Il y a une latitude côté employeur et côté salarié. Attention, parce que on voit souvent, ce rapport dominant-dominé où on se dit: «Il faut absolument que je décroche la validation de ma période d'essai». Réfléchis, est-ce que toi aussi tu veux pas reconduire ta période Mmh. d'essai pour comprendre ton environnement de travail? Elle sert à ça la période d'essai et souvent et moi je l'ai vu en entreprise, on la voit seulement côté employeur. Mmh.
Et qu'est-ce qui fait qu'on peut renouveler une période d'essai? Il y a pas de motif, strict en fait, il y a pas de motif mentionné quelque part, mais souvent ça peut être, parce que, par exemple, 2 mois ou 3 mois de période d'essai, c'était pas assez suffisant par rapport, pour voir les compétences, pour voir appliquer certaines choses dans le poste ou pour comprendre en fait si la personne elle est apte, elle a les bonnes compétences professionnelles pour réussir sur ce poste. Mmh mh. C'est ça, normalement, on se base uniquement sur les compétences. Par contre, imaginons le salarié tombe malade, et ben, pendant sa période d'essai, elle est prolongée d'autant. Je suis malade pendant 3 semaines, et ben, elle est prolongée de 3 Mmh. semaines parce que je suis en essai. Donc, je ne peux pas, pendant par exemple, mettre un arrêt et me dire à la fin de mon arrêt: «Je suis validée». Mmh. Pas du tout parce que ça proroge, d'autant. Donc en fait, faut faire attention à ces périodes d'absence et Mmh. c'est pareil pour toutes les absences, hein. Après ça dépendra de l'employeur, s'il a envie de valider, il valide et c'est pareil. Mais Et ça décale automatiquement la période d'essai, c'est ça, enfin, même la première partie avant le renouvellement, est rajoutée des jours d'absence. bah, oui, s'il y a des jours Mmh. d'absence, évidemment, ça prolonge d'autant. Mmh. Si 2 jours d'absence, on prolonge de plus, Voilà, voilà et il faut faire attention. Heu, il y a pas de renouvellement automatique dans le sens où, on se dit pas, «OK, telle date, la fin de période d'essai de Julien», par exemple, tu la reconduis. Il faut s'entretenir avec le salarié. «On souhaite renouveler ta période d'essai, es-tu d'accord?» mmh mh. Et quand est-ce qu'il faut faire ça? Parce que quand on le fait Faut trop le faire tard, avant la fin de la période donc d'essai, il faut rester. à J-1 ou le jour J Il faut peut-être? jamais attendre J-1, J-1. Mais parfois les Parce entreprises, que ouais. ouais, parce que si on pense qu'on va rompre la période d'essai, il y a un délai de prévenance à respecter et le délai de prévenance va dépendre du type de poste, du type de contrat CDI, CDD, de la durée du salarié dans l'entreprise, à quel Donc moment il y a un délai de il y a prévenance. un délai de Cela dépend prévenance à respecter. du type de contrat. Il y a un délai de prévenance à respecter et moi ce que je recommande souvent, c'est dès l'arrivée du salarié, donc l'onboarding, toute la partie onboarding avant l'arrivée, on place des warnings et des reminders dans, l'agenda du manager, parce que Mmh. le salarié, enfin le RH, il est au courant donc dès que la signature du contrat est faite, il va placer ça dans son calendrier lui et le calendrier du manager, bien en amont pour que le manager sache que: «Ah oui, à ce moment-là, il faut que je fasse un entretien avec mon salarié pour voir si ça se passe bien et ensuite voir si je renouvelle ou pas». Mmh mh. Donc si je renouvelle, très bien, je fais signer s'il est d'accord, on renouvelle et si je ne renouvelle pas, j'aurai respecté, mon délai de prévenance et je n'ai pas de risque à prendre. Mmh. Et alors, si on se retrouve dans une entreprise, alors après ça dépend parce qu'il y a des entreprises, vous j'étais dans des grosses entreprises et dans des petites boîtes. Donc là, c'est je parle, j'ai notamment en tête une entreprise de moins de 100 personnes qui se retrouve en fait à renouveler automatiquement toutes les périodes d'essai, depuis, allez, disons, 5, 6, 7 ans. Est-ce que en tant qu'employé face à ça, moi je peux porter plainte par exemple? Comment ça se passe? Donc quand tu dis renouvellement automatique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils reçoivent même pas les salariés, ils leur disent: «C'est bon, tu es renouvelé»? C'est-à-dire que de base, pendant l'entretien, ils disent c'est ni marqué nulle part, mais ils disent que de toute manière, la période d'essai ici est renouvelée automatiquement, que c'est pas 4 mois, mais 8 mois. Il faut le prouver. Dans un premier temps, il faut réussir à le prouver et là, on se heurte à quelque chose de difficile dans le contentieux, c'est d'avoir une preuve. Oui. Voilà, il faut prouver, En tout cas, c'est la preuve écrite, mais maintenant on peut enregistrer à l'insu de la personne et ça peut être reçu, quand on va, devant le juge et c'est le juge qui décidera. mmh mh. Si mon enregistrement, il décide de l'estimer recevable parce que j'avais pas d'autres preuves, il peut demander à ce que ce soit reproduit et à ce moment-là, avec un huissier, on fait une retranscription et on voit effectivement, pendant cette retranscription que l'employeur avait dit: «Ici, c'est automatique». Mmh. Donc c'est très difficile. Le contentieux de la période d'essai, il est très compliqué parce que souvent, bah, déjà, premièrement, juridiquement, on n'a pas besoin de justifier la rupture. Il y a pas besoin de Mmh. motif des 2 côtés. Mais si on estime qu'il y a une discrimination, qu'il y a un abus, qu'il y a un manquement, encore faut-il avoir la preuve. Et est-ce que moi, en tant que salarié, je peux faire quelque chose? C'est un, si j'ai la preuve, déjà. 2, il faut voir quel préjudice ça m'a porté. 3, il faut comprendre que maintenant, on ne peut plus avoir des périodes d'essai plus longues que ce que prévoit le code du travail. Avant, il y avait des conventions collectives. Je prends par exemple, il me semblait que c'était la convention collective de l'immobilier, où on pouvait aller jusqu'à 12 mois de période d'essai. À un moment donné, en un an, si tu m'as pas évalué en un an, tu vas pas me dire, le 31 décembre, ciao. Clairement. Et donc il y a eu en 2023, septembre 2023, il y a des nouvelles règles qui sont arrivées. On ne peut plus faire de période d'essai plus longue que, le code du travail. 2, 4, 6 fois 2 si c'est possible, mais pas au-delà. Mmh.
Enfin, non, pas 2, 4, 6, oui, c'est ça. Non, 2, 3, pardon, Oui, 2, 3, parce que 6 du 2, coup, 3, 4, faut pardon, sur les taux. 2, 3, 4, c'est 6, on se retrouve à 12 mois, ouais, c'est ça. Voilà, j'ai été biaisée par ça, donc oui, convention collective voilà. pour l'immobilier, c'était jusqu'à 12 mois, ce qui est énorme. Mmh. Énorme, en fait, on ne peut Mmh plus mh. faire ça. Mmh mh. Et si alors, il y a des questions aussi qui me sont revenues plusieurs fois et que j'ai vues aussi de mes propres yeux. C'est que quand on est une femme, voilà, hem, on peut se retrouver, effectivement enceinte. Oui. On peut se retrouver enceinte soit, pendant le process de recrutement, soit, dès le début en fait, de ses premiers jours de travail. C'est quoi ton regard par rapport à ça? Parce que moi la question que je me pose c'est que alors j'ai peut-être un avis assez tranché sur le sujet, mais en tout cas c'est de pour moi, il est important en tant que femme si on sait qu'on est enceinte pendant, voilà des recrutements avec un contrat qui est non signé, c'est de prévenir l'employeur pour que lui, il puisse, projeter en fait, ses chiffres et son planning en fonction de ça. La réalité du terrain, c'est que probablement, quand on dit qu'on est enceinte à l'employeur, le On est contrat, pris. bye bye. Mais vaut mieux enfin, je préfère être enfin, en tout cas, moi, je peux peut-être plus me le permettre, ça dépend, vraiment de la situation, hein, familiale et cetera. Moi, j'ai pas d'enfant à charge et cetera aujourd'hui, donc mais je préfère en tout cas être la personne qui, est honnête et droit dans ses bottes et qui dit les choses parce que je peux me le permettre aussi de par ma situation, que être l'employeur du coup que je comprends aussi, hein, qui refuse de se retrouver dans cette situation-là parce que ça peut apporter des complications, après, sur le business. Hem, et puis après, il y a aussi le sujet, du congé mat, en fait, pendant la période d'essai. C'est quoi ton regard par rapport à ça? Qu'est-ce que tu, conseilles? Voilà. C'est vrai que c'est des questions, qu'on retrouve sur le terrain et j'ai moi-même été confrontée. J'ai été recrutée en étant enceinte. Ah bah super, c'est parfait! J'ai été recrutée en étant enceinte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prévenu. Moi alors je donne mon avis, après je vais parler de Ouais, droit du travail. c'est ça. Donc ça, c'est mon avis Mmh. personnel. Personnellement, je suis enceinte, je suis en process de recrutement, je le dis. Je le dis parce que je peux me le permettre de le dire. Parce que j'estime que j'ai pas envie de me, coltiner une charge mentale après, quand est-ce que je le dis? Est-ce que je vais être validée ou pas? Juridiquement, la candidate n'a pas d'obligation de le dire. Elle n'a aucune obligation de le dire et même la salariée, donc même si elle est en entreprise, elle est recrutée, elle a signé son contrat, elle a validé sa période d'essai, elle n'a toujours pas d'obligation de dire à l'employeur. Sauf si elle veut bénéficier des aménagements liés à sa grossesse. C'est-à-dire que, par exemple, dans certaines conventions collectives, il y a une réduction du temps de travail qui est possible. On peut avoir, par exemple, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de moins de travail, ce qui n'est pas négligeable quand on est enceinte et qu'on commence à avoir un gros ventre. Et surtout si on est fatigué, on a des pathologies, on prend les transports, etc. Ou alors quand on est dans un métier complexe, travail de nuit, travail le dimanche, etc. Ça, c'est important d'informer l'employeur parce que l'employeur, il ne le sait pas. Il n'a aucune obligation d'aménager le temps de travail Mmh. ou le poste de la salariée s'il ne sait pas, il ne connaît pas, il n'est pas informé de sa grossesse. Juridiquement, elle n'est pas obligée. En revanche, elle doit prévenir l'employeur avant de partir en congé maternité et un délai de 15 jours à respecter. Mais je veux dire, il faut avoir une vue globale de la chose. Heu, je pense que c'est bien d'informer. Maintenant, si on a des peurs de représailles, on a peur de ne pas être embauché, le droit du travail n'oblige pas à informer l'employeur, tout Mmh. simplement. Mmh. Mais très bien. Non, mais c'est une bonne c'est bien de le savoir parce que je pense que déjà ça peut culpabiliser peut-être certaines femmes qui, se sentent pas, enfin qui peuvent pas se permettre justement de pas avoir ce job et puis ça dépend aussi du type de l'entreprise. Si on est dans un gros mastodonte bien solide, peut-être qu'un congé mat, sur la première année, sera peut-être moins, on va dire, anxiogène pour l'entreprise Effectivement, que ça pour une va petite dépendre de boîte. l'organisation de Voilà. l'entreprise. C'est pour ça que moi, personnellement, j'estime que c'est bien d'informer l'employeur, mais je comprends totalement le fait de ne pas le dire parce qu'il y a énormément de discrimination. Rien que le fait d'être une femme, parfois il y a des Mmh. discriminations, seniors, etc. Enfin, vraiment, Mmh. il y a énormément de biais. Tout le monde n'est pas formé à ça, mais effectivement, tu rajoutes à ça la grossesse. Oui, quand on est employeur, il faut prévoir, il faut avoir un plan de recrutement sur l'année et voir par qui je peux remplacer cette salariée absente, comment je m'organise et je pense que c'est quand même une bonne manière de faire, Mmh. mais le droit n'oblige pas la salariée ou la candidate à le dire, hein. Il faut vraiment avoir, ça à l'esprit. Imaginons l'employeur licencie la salariée.
et il ne sait pas qu'elle est enceinte, Ah oui, ça, c'est une bonne question. elle doit le prévenir et une fois qu'elle l'a informé, et tout de suite, il annule le licenciement. Ah d'accord, donc tant que rien n'a été signé, en fait, on peut pas Même licencier une femme enceinte? même si ça a été signé, à partir du moment Ah où même elle ça a été l'informe signé? à partir du OK, moment où elle l'informe, après la notification du licenciement, elle a 15 jours pour informer l'employeur. d'accord. Une fois qu'elle a informé l'employeur doit arrêter cette procédure, Mmh. tout simplement. C'est pour ça que c'est important d'informer l'employeur dès le départ. Mmh mh. Mais je peux comprendre parce que les réalités sont difficiles. Attention, quand je te disais j'ai été recrutée en étant enceinte, ça s'est très mal passé à mon retour de congé maternité. Non mais On va en parler, on va en parler. je veux dire, voilà, c'est pas parce qu'on est bien accueilli au départ, on se dit: «Ouf, ça y est», Ouais. que ça va très bien se passer après. Ouais, ouais. Et souvent ça dépend du manager, ça dépend de l'organisation, donc c'est des paramètres à prendre en compte. Mmh. Bah, justement, je pense que c'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe alors au retour de congé? Alors moi, ce que je perçois, hein, et des retours que j'ai, je l'ai pas vécu pour l'instant, mais c'est qu'effectivement les retours de congé maternité sont super durs. Mmh. D'ailleurs, il y a j'ai aussi des amis qui finalement ont peut-être, subi, 3 semaines, un mois le retour de congé mat et ensuite ont Mmh. dû, soit se mettre hors C, soit démissionner parce qu'elles en pouvaient plus. Ah Parce oui. qu'il y a, voilà, quand même une charge mentale et une fatigue qu'elles avaient pas avant et donc j'ai aujourd'hui l'impression que, il y a zéro re-onboarding en fait, pour, les femmes qui reviennent de congé maternité. C'est quoi ton regard par rapport à ça et qu'est-ce que dit le droit du travail aussi sur ça? Le droit du travail est clair. Déjà, il faut respecter la période de congé maternité, Mmh. déjà. Non mais C'est la base? non, parce qu'il y a Ah une ouais? jurisprudence récente où une salariée a travaillé pendant son congé maternité. Mais non Ah, et l'entreprise a c'est l'employeur qui lui a demandé de travailler. c'est ah bon. Non mais voilà. Alors ça j'avais jamais vu celle-là. C'est pour ça que je suis toujours très nuancée, que je n'ai jamais de position catégorique parce que je vois la jurisprudence et je vois les erreurs qui sont faites sur le terrain. Donc non, on ne travaille pas pendant le congé maternité, Ouais. ça c'est important. Au retour de congé maternité, il y a une période de protection. Mmh. Donc pendant le congé maternité, il y a une protection qu'on appelle absolue, c'est-à-dire que moi, employeur, je ne peux pas licencier la salariée et je ne peux pas non plus rompre de manière anticipée son CDD. Mmh. Évidemment, je peux pas non plus la contraindre à démissionner, enfin, c'est logique, mais il faut le rappeler. En revanche, je peux conclure une rupture conventionnelle avec elle pendant son congé maternité si j'ai envie et si elle a envie. Un accord commun, aucune contrainte. Donc c'est cette période absolue où il y a vraiment, en gros, warning, rien à faire. OK, ça c'est pendant le congé mat? Pendant le congé mat. OK. Au retour de congé mat, on enclenche ce qu'on appelle une protection relative. Une protection relative qui va courir pendant 10 semaines. Pendant ces 10 semaines, il sera possible de licencier la salariée uniquement pour motif de faute grave. Mmh. La faute grave, c'est un motif qui va empêcher son maintien dans l'entreprise et il ne faut pas juste, se hâter vers, la faute grave pour dire: «Ça y est, c'est bon, faute grave». Non, il faut qualifier les faits, tu vois? Est-ce que c'est des faits qui rendent vraiment impossible son maintien dans Mmh. l'entreprise? Mmh. Donc il faut faire attention à cette période de protection et après, on peut aussi s'en séparer par rapport à un motif qui est étranger à l'entreprise. Étranger à la grossesse, étranger à la maternité, c'est-à-dire liquidation judiciaire. Mmh. Voilà, liquidation judiciaire, évidemment, c'est un motif qui est étranger à la maternité de la salariée. Cette période de protection, elle peut être prolongée, c'est-à-dire que son démarrage peut être décalé, pardon, donc son démarrage peut être décalé. Si la salariée, elle a un congé pathologique, ce qu'on appelle un congé pathologique au retour de congé mat, on n'est pas bien, on n'est toujours pas bien à cause de la grossesse, à cause de tout ça et c'est normal, hein, c'est pas en 2 mois et demi où voilà qu'on va se sentir bien, ça c'est clair. Je sais pas ce qui se passe, chez nous, mais rallongez le congé mat s'il vous plaît, Clair. parce que on peut plus faire comme ça. Au Canada, c'est presque 1 an le congé. Mais non, mais même, dans d'autres pays, je veux dire, c'est important. La maternité, elle est vraiment, importante. Donc si, admettons, je termine mon congé maternité, je vais voir mon gynéco, ma sage-femme, peu importe, qui me prescrit un congé pathologique. Donc la période de protection commencera après le congé pathologique. C'est 1 mois Mmh. max, hein, 30 jours max. Elle va commencer à partir du congé pathologique. Mmh. Si je pose mes congés payés parce que j'en ai beaucoup et que je dois les solder et que j'ai envie, je peux poser les congés payés. La période de protection de 10 semaines, elle démarre à la fin des congés payés. D'accord, donc elle est décalée? Exactement. Ouais. Et donc, après la période de protection, oui, effectivement, on pourra se séparer, on peut rompre de manière anticipée le CDD s'il y a un motif. Il y a un motif qui le justifie. Mais de manière générale, ça se passe pas comme ça. De manière générale, ça se passe très mal, malheureusement. Il y a des entreprises qui ont adopté une vraie politique parentalité
Et ils ont pris à cœur ce sujet parce qu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment leur marque employeur qui était en jeu, qu'ils avaient besoin d'avoir des salariés, des papas, des mamans qui étaient vraiment épanouis au travail. Mmh. Et ça passe aussi par comment je prends en charge la paternité, la maternité, l'adoption, la PMA. Attention, on parle aussi de tous ces sujets-là Ouais. en entreprise. Et puis, il y a des entreprises pour lesquelles elles ne connaissent pas le droit. Et donc, le retour de congé maternité se passe très mal. Parfois, c'est très violent. Il y a énormément de mise au placard. Tu faisais un poste, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'avais un poste, je reviens de Mmh. congé mat, on me change de poste sans mon accord. Mmh. Il faut que j'accepte. Oui. Il y a un avenant à la limite à signer ou Mais quelque bien chose. sûr qu'il y en Voilà. a un! Oui, bien sûr! Alors oui, quand on parle de changement de poste, c'est vraiment un changement de qualification, un changement une modification du contrat de travail. Mmh. On ne parle pas d'un changement de conditions de travail. Par exemple, tu travaillais de 8 heures à 9 heures, on te dit, cette fois-ci, on proposerait une réorganisation de 9 heures à 10 heures. Enfin, Mmh tu vois ce mh. que je veux dire? C'est vraiment un changement d'éléments contractuels. Mmh mh. On passe de, juriste à commercial. Mmh mh. Ça, c'est 2 choses différentes, tu Mmh vois? mh. Donc il y a Ouais, bien ça. sûr. Déjà, quand on revient, on doit retrouver son poste, retrouver les mêmes conditions de travail si c'est possible, retrouver la rémunération qu'on avait. S'il y a eu une augmentation générale dans l'entreprise, on doit faire le rattrapage salarial à la salariée, on doit lui donner cette prime. Mmh. Évidemment, c'est important et souvent c'est pas fait au retour du congé maternité. Donc ça, on est d'accord que c'est illégal, du Ne coup? pas le S'il y a une augmentation générale et Ouais, elle en elle ne en bénéficie bénéficie pas, pas. non, c'est illégal. Et puis, il y a l'entretien professionnel. Donc, il y a l'examen de reprise chez le médecin du travail qui est important, mais il y a l'entretien professionnel que l'employeur doit conduire. Ça n'a rien à voir avec l'entretien annuel. Et aujourd'hui, il y a une confusion entre l'entretien annuel et l'entretien professionnel. Tout le monde pense que l'entretien annuel, c'est obligatoire. Pas du tout, sauf si la convention collective le dit. Mais l'entretien annuel d'évaluation n'a rien à voir avec l'entretien professionnel. Au retour de congé maternité, une salariée qui revient, on doit lui proposer cet entretien. Cet entretien, il vise à faire quoi? À comprendre ses aspirations professionnelles, ses évolutions de carrière, son besoin en formation, très important. Et si l'employeur, il ne fait pas ces entretiens professionnels d'ailleurs, au bout d'un certain temps, donc normalement c'est tous les 2 ans pour tous les salariés et au bout de 6 ans, tu dois avoir un état des lieux. Tu dois avoir un état des lieux et ben, si jamais il ne le fait pas, le CPF des salariés doit être abondé de 3 000 €. Mmh. Et ça, je suis sûre que beaucoup ne le savent pas. Mmh mh. Très intéressant. Ouais, ouais. Et cet entretien professionnel, il est obligatoire au retour d'un congé maternité, un congé d'adoption, au retour d'une mobilité à l'étranger et cetera. Tout ça, c'est important. Donc quand on revient de congé mat, en fait, on doit obligatoirement avoir un entretien professionnel qui est posé Oui, pour, voilà, voir les besoins de formation, les carrières et cetera. On doit également, avoir une augmentation s'il y a eu une augmentation générale, général, on doit oui. avoir un rattrapage salarial. On doit également retrouver son poste et son environnement de Ou du travail. moins similaire, voilà. Ouais, en tout cas, proche, même si, il y a eu quelques évolutions, Mmh. qui en tout cas doivent, lui permettre de mettre en place ses compétences ses Bien compétences existantes. bien sûr. OK. Et et en plus de ça, attends, qu'est-ce que tu disais? L'entretien professionnel, Ouais, et ah oui, et donc il y avait les 3 000 €, du coup qui s d'abondement CPF quand l'employeur ne respecte pas son obligation, d'entretien professionnel. d'accord, et alors donc ça veut dire que là, il y a c'est-à-dire que quand même, les employeurs sont très endettés parce que des entretiens professionnels. Qui ne sont pas faits tous les 2 ans, c'est une catastrophe. Il y en a beaucoup Bien qui ne sont sûr. pas faits, hein. Ouais, ouais. Hier même, je parlais avec une dirigeante qui m'a dit: «Mais j'en ai jamais fait. Ouais. Comment je fais? Demain, mes salariés, ils vont me mettre en demeure, je fais comment? Donc je vais devoir 3 000 par personne». Mmh. C'est ça aussi, le prix de l'ignorance, le prix d'ignorer les droits, Mmh. le prix d'ignorer ses obligations et les droits, des salariés ou mes droits en tant qu'employeur et ben, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on finit, dans la poche et voilà. Mmh mh. Donc aujourd'hui, moi, en tant que salarié, si je veux, bon, m'attendrait que je le fasse, mais je peux très bien aller, me plaindre du fait que j'ai pas eu d'entretien professionnel sur les 2 dernières années, et à ce moment-là, on peut me verser 3 000 €. Alors, il y a tous les 2 ans les entretiens professionnels et il y a l'état des lieux tous les 6 ans. C'est-à-dire que tous les 6 ans, l'employeur, il doit faire un état des lieux pour voir si tu as bénéficié de formations que tu as demandées, si tu as eu ça ou pas. Et à ce moment-là, si c'est pas fait, eh ben, il doit abonder de 3 000 € ton CPF. D'accord. Donc imagine, fois 50 salariés. Oui, c'est ça. Et alors comment ça se passe, pour,
en fonction de la taille de l'entreprise? À partir du moment où tu commences à avoir 11 salariés, une fois que tu as ton seuil d'effectifs qui est rempli, oui, tu dois organiser des élections. Mais si tu as personne, tu fais ce qu'on appelle un PV de carence et donc tu as pas de CSE. Mmh. Mais si tu as une personne qui se présente, bah, une personne avec donc tu auras un titulaire, pardon, et un suppléant, donc tu auras déjà un CSE finalement. Le CSE, c'est pas à partir de 50, c'est à partir de 11 salariés et donc justement, c'est important que tu parles de petite structure, grosse structure ou pas, c'est important de maîtriser ses obligations par rapport à son effectif Mmh. et souvent, j'ai connu des, environnements de scale-up, vraiment des environnements où la croissance a été extraordinaire, où on n'est pas préparé. On se retrouve à 60 salariés d'un coup, parce qu'on a fait une levée de fonds, parce qu'on a dû recruter. On était à 5 il y a 1 an, là on est à 60. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup. On a ramené beaucoup de personnes, mais les obligations légales n'ont pas suivi. Donc c'est pour ça que c'est important dès le premier salarié de mettre en place son package de conformité. Un package de conformité qui est basique. Mmh. Ta convention collective, elle est accessible. Si tu as envie d'avoir un règlement intérieur, tu le décides, mais il est pas obligatoire en dessous de 50 salariés, mais il est quand même important. Je trouve que c'est vraiment recommandé de l'avoir. Ta convention collective, ton DURP, ce qu'on appelle DURP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Et ça, je suis sûre que dans beaucoup d'entreprises, en tout cas ce que j'ai vu sur le terrain, ils l'ont pas. C'est un document, oui, c'est vrai que c'est un peu barbant, mais en gros, tu prends tous les risques auxquels tes salariés sont, exposés. Donc tu vois, quand tu es dans des entreprises, on va dire dans des secteurs, de production, dans des ateliers, dans des usines, mais oui, il y a énormément de risques. Mais on m'a dit: «Oui, mais nous on fait du conseil, on est en télétravail, on n'a pas besoin de ça». Bah si, risques, psychosociaux, Bah oui. déconnexion, sursollicitation, stress, angoisse, harcèlement, ces risques, ils sont toujours là. Ces risques-là doivent être dans ce document. Mmh. On doit les inscrire et évaluer le plan d'action qu'on a fait et voir, par rapport à l'échelle de fréquence, par rapport, au fait que, sur quelle, gravité indice de gravité on les met et le plan d'action et le suivi. On doit faire une mise à jour chaque année et ça, si on l'a pas, bah, l'inspection du travail, elle peut le demander et si Mmh. on l'a pas, il faut le faire vite parce qu'en général, on rigole pas avec ça. Et ça prévient les accidents de travail, les maladies professionnelles. C'est un rôle de prévention et même pour la santé mentale, hein. C'est pas parce qu'on fait du conseil, qu'on n'est pas un secteur où on fait des métiers manuels, qu'on n'est pas un secteur de production, qu'on doit oublier pardon, ses obligations. Mmh. Et justement aujourd'hui, bah, j'allais y venir sur, cette prévention des risques psychosociaux, des RPS. Donc le droit du travail est quand même présent. Il y a des choses, pas mal de choses sur le sujet. Donc tu parlais effectivement de ce document qui va à poser les risques auxquels on est exposé et du coup derrière, va, s'engendrer, bah, potentiellement, des plans de sensibilisation, des Bien plans de sûr, formation, des plans d'accompagnement individuel, bien peut-être sûr. une cellule psychologique et cetera. Aujourd'hui, dans le droit du travail, qu'est-ce que pose finalement le droit pour prévenir en fait les risques psychosociaux au-delà de ce que tu as évoqué déjà? On est totalement biaisé parce qu'on parle tous de QVCT, qualité de vie, Mmh. conditions de travail. À la base, c'était QVT, Oui. qualité de vie au travail. Et on l'a vu comme un concept à la mode. On l'a vu comme quelque chose de beau, et je paye des séances de yoga pour mes salariés et on a du café gratuit et on a des jeux, des séminaires. C'est très bien, c'est super, hein. Si l'entreprise se permet ça, c'est super. Mais la base, elle est pas là. La base, c'est est-ce que je respecte les droits les plus élémentaires des salariés? Est-ce que je respecte mes obligations en tant qu'employeur? C'est ça la QVT, qualité de vie au travail. Faut d'ailleurs le dire, c'était des négociations avec des partenaires sociaux. On est arrivé sur un accord national interprofessionnel. Donc, il y a un accord national interprofessionnel. Ça veut dire que on s'est entendu sur un champ d'action. Donc, ça veut dire que c'est pas un concept à la mode. Il y a des obligations derrière. Et donc, on est passé ensuite à QVCT. On a rajouté le C de conditions de travail. Donc, ça en dit long. Ça veut dire que on est passé à qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail, quelque chose d'assez global. On rajoute conditions, c'est plus trop la même chose. Même si la sémantique, elle change, c'est plus la même teneur. Conditions de travail, ça veut dire comment ces salariés travaillent en conformité au droit du travail. Et donc, l'employeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, en fait, ça se rejoint, hein. Je sais que ça va être un discours qui va revenir souvent, mais droit du travail. C'est-à-dire, respecter ses obligations en fonction de son effectif. Si on a un environnement de sursollicitation, tu vois, aujourd'hui, on a
énormément d'applications. On a les groupes WhatsApp des entreprises, on a, le Slack, on a, WhatsApp sur l'ordinateur, on a les applis Gmail, les applis en tout cas de mail, de manière générale. Tu as tout sur ton téléphone, donc en Mmh. fait, à quel moment tu te déconnectes? À quel moment tu te dis: «Mon salarié est déconnecté»? Même en tant qu'employeur, tu perds le fil, tu n'arriveras plus à, contrôler cette connexion. Et c'est là où c'est important pour les employeurs, c'est de mettre en place des dispositifs, de déconnexion pour que leurs salariés ne travaillent pas à des heures improbables. Je vois des mails passer des fois dans des entreprises que j'accompagne, 23 heures. Alors moi, je suis à mon compte, je peux bosser à 23 heures parce que, voilà, ma vie, d'entrepreneur me l'exige malheureusement. Un salarié dans une entreprise, dans une équipe RH, d'un groupe, ne peut pas envoyer un mail à 23 heures quand même. Moi, je trouve ça, problématique dans le sens où, bah, derrière l'employeur, il ne le saura pas que son salarié a envoyé ça. Pourtant, il a peut-être mis en place, des chartes, vie privée, des chartes déconnexion, des chartes télétravail. Est-ce qu'il, fait le suivi de ces chartes? Est-ce qu'il mesure la charge de travail, par exemple? Et tu le retrouves souvent dans des milieux, où on est, beaucoup de cadres forfait jour. On te dit: «Tu pas d'horaire, C'est la question que j'allais poser justement. tu pas d'horaire». Tu n'as pas d'horaire, donc tu bosses. OK, très bien, mais à aucun moment on fait le suivi de ta charge de travail. Aucune loi aujourd'hui ne dit que recevoir un mail après 20h30, c'est illégal. Dit comme ça, non. Oui, ça Dit c'est comme sûr. ça, non, on est d'accord. Alors après, il y a pas mal effectivement de droits à la déconnexion dont on a beaucoup parlé ces dernières années et cetera, des choses qui sont mises en place par l'entreprise. Hem, mais c'est-à-dire que, mine de rien, ce qui va faire qu'un cadre, oui ou non, va répondre après 20h30, c'est sa capacité à dire non et à poser ses limites. Et ça, beaucoup Le de gens sont stress, pas encore le cas. est-ce qu'il a du stress dans son travail? Est-ce qu'il est conscient de ça? Et en fait, je dis toujours que, ne cherchez pas à réduire le stress, commencez par ne pas le générer, en fait. J'arrive, je suis salariée, j'ai pas envie d'être stressée. Pourquoi vous cherchez à réduire mon stress? Ne le générez pas. Ça, c'est des environnements de travail, donc il faut questionner son organisation de travail et souvent, il y a des managers qui sont épuisés. Ils sont épuisés et leurs équipes deviennent épuisées parce qu'en haut, il y a une forte demande, une forte charge de travail. Aujourd'hui, pour les forfaits jours, il y a une obligation qui est le suivi de la charge de travail. C'est une obligation. Effectivement, dans le code du travail, on n'a pas à 23 heures, on ne doit pas contacter son salarié. Mais on a la jurisprudence, qui sont des cas concrets tranchés par la Cour de cassation, qui vient nous dire, OK, en fonction des éléments factuels, en fonction de tout ça, oui, l'employeur est condamné. Donc on doit avoir une veille juridique et RH quotidienne, dans le sens où ce qui se décide à la Cour de cassation, eh ben, il faut le prendre en compte pour éviter des dérives en entreprise. Parce que ce salarié, demain, il va prendre ses jurisprudences, il aura peut-être un avocat et sûrement, eh bien, ils vont se servir des jurisprudences tranchées déjà par rapport à son cas, trouver des similitudes pour aller faire condamner l'employeur. Donc oui, on peut pas dire que, comment je fais moi, il y a pas de checklist, on va dire, où on dit 23 heures c'est fini et cetera. Encore une fois, ça dépend de l'environnement de travail. Tu travailles à l'international, équipe, en Thaïlande et équipe aux États-Unis. Mmh. Comment tu fais? Pour des équipes comme ça, il faut avoir un tronc commun, d un petit, on va dire, oui 4-5 heures de commun où il est possible d'allier et le la déconnexion de l'autre côté en fonction des règles locales là-bas, de l'autre côté aussi, est-ouest et chez nous. Mmh. Et le plus important, c'est de surveiller cette charge de travail. J'ai vu, par exemple, dans certaines entreprises où, si le salarié envoyait un mail à 23 heures, il recevait des alertes. Le Oui, manager recevait des alertes, j'ai vu les entreprises. l'employeur recevait des alertes en mode, il y a eu, 3 mails envoyés à telle heure, nin Ça, c'est super. Mmh. Pourquoi? Parce que même si le salarié te dit: «Oui, mais moi, je suis productif le soir». Très bien, mais moi, en tant qu'employeur, j'ai des obligations. Ma première obligation, c'est de suivre et mesurer ta charge de travail et je dois faire en sorte que tu ne sois pas impacté par le travail. Mmh. C'est ça, en fait. Il faut responsabiliser. OK, on est responsable en tant qu'employeur, responsabilisons aussi nos salariés. Mmh. Tu ne fais pas ça parce que ça t'engage, c'est pour ta santé, mais ça m'engage parce que j'ai l'obligation de veiller à ta santé et sécurité au travail. Et ça, il faut le dire, il faut tenir ce discours. Et du coup, en tant qu'employeur, comment je fais pour mesurer la charge de travail ou même la charge mentale, hein, peut-être que ça va, voilà, de pair,
de mes salariés, notamment quand j'ai, 60 000 Bien collaborateurs, par sûr. exemple. Ça va être des politiques, descendantes. Si c'est quelque chose qui est décidé niveau groupe, effectivement, on va travailler en mode projet avec, tous les RH, avec tous les managers. Ce n'est pas une tâche qui incombe que qu'aux RH, hein, il faut le savoir parce que c'est aussi le management. Il faut réunir tout le management, former ce management, le former au droit du travail, le former à ses obligations. Mmh. Non seulement pour protéger ses collaborateurs, mais se protéger lui aussi, Mmh. lui-même, hein. Parce que beaucoup de managers finissent épuisés, ça on le dit pas beaucoup, mais c'est vrai, ils finissent épuisés. Et c'est ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui que la fonction managériale ne fait plus rêver. Tout le monde n'aspire plus à être manager, c'est Mmh. plus le Graal, hein. Il fut une époque où tout le monde voulait devenir manager. Aujourd'hui, les gens, ils veulent juste être tranquilles. Parfois, ils veulent pas gérer l'humain et je les comprends. Ouais, ouais, Parce qu'il faut avoir les épaules solides, un vrai bagage pour ouais. gérer l'humain. Donc, commencer par faire, par former, sensibiliser, comprendre concrètement pourquoi. Les formations où tu arrives derrière une table où on t'explique un pavé, le droit du travail t'impose ça. Non, ils n'en veulent pas. Faisons du concret. Tu vois? Mmh. Tu prends, tu vois, moi en formation, ce que je fais, c'est que je prends des cas de jurisprudence mais je les décortique. Je vais aller voir ce qui s'est passé dans les faits, pourquoi l'employeur a mal réagi, pourquoi le salarié a mal réagi, qu'est-ce que l'employeur aurait dû faire, etc. Je prends ce cas concret, et il y en a des dizaines et des dizaines. Je les prends, je les colle à l'entreprise. Je Mmh. les colle au quotidien de l'entreprise. Il y a une phase en amont qui est très importante, qui est de compréhension du besoin, comme un audit en fait que je fais en formation. J'essaie de les comprendre, comprendre leur terrain, leurs enjeux, etc. À partir de là, je peux proposer une formation sur mesure. Mmh. C'est comme ça. Parce que ce qui est applicable à toi dans le conseil n'est pas applicable à une unité de production, Mmh. Bien sûr. Mmh mh. tu vois? Et donc, après avoir formé, sensibilisé, et ça prend du temps, hein, c'est pas aujourd'hui que je vais réussir à faire tout ça. Faisons un plan d'action. On travaille en mode projet ensuite. Mode projet, c'est que ce qu'on a décidé ou ce qu'on a. Quand je dis décider, attention, ça ne veut pas dire qu'on décide de tout en haut et on ne prévient pas en bas, hein. On fait un baromètre, on sonde. Les baromètres sont très importants, des baromètres anonymes. On essaie de savoir si mes salariés se sentent bien. Et pourquoi anonyme? Je trouve ça important dans un premier temps pour éviter d'avoir peur des représailles, de dire oui, mais si je mets mon nom dans le questionnaire, ils vont savoir que c'est moi. Si je mets tel intitulé de poste, ils vont savoir que c'est moi. Mmh. C'est important de travailler comme ça et ensuite, petit à petit, ça prend du temps. Ça peut être un plan d'action sur 2, 3 ans. Mais petit à petit, je saurai que moi, en tant que manager dans mon équipe, je saurai que hmm, sur tel poste, il y a un fort risque de charge de travail énorme. Pourquoi? Parce qu'elle doit et gérer les propals des clients, et gérer le portefeuille client, et aller se déplacer. Et en plus, elle a une vie de famille, etc. Ça c'est. En fait, ensuite, on fait de l'individuel, mais tout en restant dans cette politique générale. Mmh. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, mais le manager n'a pas le temps. Le manager, il n'a pas le temps parce que lui-même reçoit de la charge de travail. Donc, il faut d'abord commencer par sensibiliser. Et sensibiliser et former en collant au terrain. Tu vois, c'est pas des formations où tu t'ennuies. D'ailleurs, aujourd'hui, mais je suis sûre que 90% de personnes, si tu leur dis tu pars en formation, vont dire oh non, s'il te plaît, non, j'ai pas le temps, je peux pas aller en formation. Mmh. C'est dommage, hein. Ouais, souvent c'est ça, hein. Mais il faut innover dans la formation. Ouais, 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 tout à fait. En tout cas, ce qui est important, c'est de former les managers aussi peut-être à identifier les signaux faibles et Bien à sûr, comprendre effectivement bien sûr, en fonction des personnalités parce que, chaque humain est différent bien sûr, et ils vont pas générer ou en tout cas montrer des éléments de stress de la même manière. bien Ouais. sûr, bien sûr. Et donc pouvoir réagir face à ça. Et il y a un autre sujet aussi, alors, on n'en parle pas, souvent, en entreprise, mais moi que je trouve très anxiogène, c'est la manière de communiquer. Ah oui. La communication, je la trouve très brutale parfois et parfois enfin, je pense que souvent, il suffit, d'un mot ou d'une phrase ou d'une manière de tourner un mail pour, en fait, générer de l'anxiété Bien sûr. vraiment inutile chez un collaborateur. En tout cas, Non, mais la communication est super importante parce que c'est vrai qu'on dit toujours que l'écrit, vaut preuve. C'est vrai que c'est pas n'importe quel écrit non plus. Je veux dire, si j'écris, «Oui, tu es arrivé en retard, 2 fois de suite, c'est pas possible, tu génères une réduction, de chiffre d'affaires» et cetera. Donc ça peut être comme des mesures vexatoires, c'est-à-dire que je vais dire: «Oui, je te colle un avertissement par écrit». Bah non, enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que ça se ouais, passe. Donc oui, il y a de l'écrit, il il y y a a un la sujet culture de autour de ça. l'écrit, Mmh. il y a la culture de l'écrit, mais il y a aussi donc juridique, mais il y a aussi la culture d'entreprise. Je prends le temps de m'entretenir avec mon salarié, j'essaie de comprendre pourquoi il vient en retard. Peut-être il est en garde alternée, peut-être qu'il a un enfant en garde alternée, peut-être qu'il a des soucis familiaux Mmh. et c'est ça c'est le rôle du manager de le détecter, mais encore une fois
A-t-il le temps? Est-ce qu'on lui laisse le temps? Mais ça, je veux dire, ça vaut le coup de questionner Ouais, derrière les problèmes. oui. Ça vaut le coup. Mmh mh. Oui, oui, d'être en capacité, en fait, de pas forcément être sur le premier jugement, la Exactement. projection de ce qu'on et de prendre ce recul pour avoir et d'ailleurs on forme en ce moment dans mon entreprise justement, les managers sur ce sujet-là, la posture qu'on appelle manager coach Bien sûr, pour, voilà, prendre une posture, on va dire, d'égal à égal, bien sûr. et amener le collaborateur aussi à exprimer ça. Parce que moi, ce que je perçois, c'est que souvent les collaborateurs ont peur. En fait, ils sont pas à l'aise à exprimer quand ça va pas. Ben oui. Et pourtant, il y a beaucoup de malheureusement, beaucoup de mal-être, dans certains écosystèmes, voire, une grande majorité et qu'en fait, finalement, cette pression, ce stress et ce mal-être a été intégré comme étant normal, a été normalisé, en fait, Bien par beaucoup sûr. d'employeurs et donc ils font leur chemin comme ça et puis, et puis ça génère ensuite des effets, voilà, sur le corps et cetera, des arrêts maladie, enfin bref, Mais donc ça en dit long sur le climat de confiance qu'on veut c'est instaurer. ça, Il faut c'est instaurer ça. un climat de confiance qui me permette, moi, salarié, de venir te voir, toi, ma manager, et ne pas craindre des représailles. Mmh, mmh mh. Donc C'est c'est ça, ça qui est de pas difficile. être jugé comme étant parce que voilà, il y a toujours un peu ce truc un peu poreux entre la vulnérabilité et la faiblesse Bien sûr, et donc se montrer vulnérable en entreprise, aujourd'hui, c'est considéré comme «je suis pas capable de». bien sûr. Parce que voilà, j'ai pas les épaules parce que et je pense que et donc en tout cas, des éléments qui sont aussi déclencheurs du stress, pour moi, ça va être, le manque de feedback et de reconnaissance et effectivement, ça va être, la communication violente. Voilà, moi, c'est Bien sûr. aussi les 2 éléments que Bien sûr, sur ça va de lequel, pair, hein. ouais, ouais. Oui, oui, non mais voilà. On parle beaucoup de juridique, mais il y a pas que Oui. c'est à coupler avec, d'autres paramètres, avec la communication non violente, avec la posture de coaching, la posture de manager éthique aussi, parce qu'il y a peut-être une culture d'entreprise qu'il faut respecter et cetera. Donc oui, il y a un cadre juridique qui va permettre de respecter les droits et obligations de chacun, mais il doit, vraiment s'accompagner de tous ces C'est ça. paramètres de communication et de culture d'entreprise. Mmh mh. Oui, tout à fait. Donc il y a voilà, en tout cas un apport en tout cas, de formation managériale qui, je trouve dans beaucoup d'entreprises, parfois est là, mais pas forcément appliqué et parfois est juste absent. Donc voilà, je pense qu'effectivement il y a tout un travail autour de ça. Hem et pour continuer dans cette direction, donc là, on a vu un peu, comment ça se passait quand on passait les entretiens, la fiche de poste, la signature de contrat. Qu'est-ce qui se passe quand je suis une femme? Avant, pendant et après le congé mat. On a regardé aussi, toutes les risques, on va dire, pas tous les risques psychosociaux, mais en tout cas une partie qui tournait beaucoup autour de la santé mentale. Hem, J'aimerais aussi moi aller sur, un domaine, encore 2 domaines, notamment le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Hem, alors le harcèlement moral finalement, mine de rien, il se retrouve un peu dans ce qu'on a partagé parce Bien que, des emails à répétition, le soir, la nuit, très tôt le matin, heu, moi je Ça dépend considère le contenu des emails. ça dépend du contenu, ça dépend du contenu, mais on peut voilà et donc en fait la question que j'ai envie de te poser, c'est déjà qu'est-ce qu'on peut considérer légalement comme du harcèlement? Donc en termes d'intensité, en termes de continuité et de répétition, et qu'est-ce que le droit du travail, du coup, comment le droit du travail peut accompagner le salarié, sur cette, dynamique-là, en fait? Mmh. Justement pour s'en sortir. Déjà pour le comprendre, l'identifier, parce que pour s'en sortir, il faut savoir qu'en fait, là, on subit quelque chose qui est pas légal et ensuite pour pouvoir être aidé et pouvoir sortir de ça. Alors le harcèlement moral, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être des faits qui sont répétés. Donc ça va être des choses qui vont, dans le temps, quand tu vas les mettre bout à bout, vont faire qu'effectivement, factuellement, il y a des faits qui ne se sont pas produits qu'une seule fois. Mais il y a quand même une nuance, je vais revenir sur ça après. Ces faits, ils vont avoir pour conséquence de dégrader les conditions de travail du salarié. Dégradé, donc c'est vraiment, propre à chaque environnement, mais ça va être un impact et une conséquence sur ses conditions de travail. Ça va être comme une conséquence sur sa dignité en tant que personne, moqueries, brimades, insultes, évidemment, humiliation. Ces, faits répétés, ils vont faire en sorte de compromettre son avenir professionnel peut-être. On t'enlève des promotions, on t'enlève de certains postes, on te met au placard et cetera
et ce sont des faits qui, évidemment, vont, faire que ce salarié se sentira très mal. Donc, c'est je vulgarise un peu la définition du code du travail, mais ce sont des faits répétés qui vont avoir pour conséquence de dégrader, voilà, la santé, humilier le salarié et cetera. Donc souvent, ça va être, dans les faits, des directives contradictoires. Par exemple, je vais aujourd'hui te dire, «Aujourd'hui Chloé, tu vas faire, cette propale pour tel client». Demain matin, je reviens: «Non, en fait, tu vas pas faire ça, tu vas faire ça». Je reviens le lendemain ensuite pour te dire: «Alors, en fait, on va revenir sur la première propale» et ça va être des allers-retours comme ça, des directives, contradictoires. Je vais, par exemple, te dire: «Oui, tu vas avoir une promotion, génial. Oui, je te donnerai un avenant. Je te fais jamais cet avenant et tu auras jamais cette promotion. Et tu reviendras vers moi, tu me diras: "Quand est-ce que je l'aurai?" "Ah non, je te l'ai jamais dit." Donc, il y a pas de checklist préétablie où on va dire, «OK, on coche la case de harcèlement» et cetera. Ce sont vraiment des faits, donc c'est le juge quand il va, évaluer, quand il va apprécier la situation, il va prendre en compte tous ces éléments factuels qui mis bout à bout vont aboutir à un harcèlement. Souvent, ce qui est très difficile, c'est de le détecter. Comment on le détecte? Eh bien, moi, j'estime qu'à partir du moment, en tant que salarié, on ressent une gêne, on ressent quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange, il faut l'écrire. Il faut l'écrire si, par exemple, on a un salarié, parce qu'on parle souvent de relations hiérarchiques. Alors oui, le fait qu'il y ait une subordination, ça accentue la responsabilité, mais souvent, et parfois, on peut trouver entre salariés, hein, je veux dire, en relation horizontale, un harcèlement entre salariés. Tout à fait. Mais là Même, encore, même bien si tu es sûr, manager. oui, Mmh. salarié vers, son Oui, manager, ça ça arrive c'est aussi. possible aussi. Mais c'est là où l'obligation de l'employeur de veiller à la santé et sécurité de ses employés arrive parce que tout simplement, même si je sais que c'est pas moi en tant qu'employeur manager qu'il y a un harcèlement ou qu'il y a des plaintes ou que ça se passe mal, mais je me dois mon obligation de santé et sécurité, je me dois de faire cesser cette situation, Mmh. de veiller à la sécurité du salarié qui se fait harceler et de faire en sorte de, sanctionner le salarié qui harcèle. Mmh. L'inaction est condamnable. Donc comment je fais? Je déjà je me forme en tant que manager pour détecter ça, parce que les salariés parfois ne peuvent pas le voir. Donc Mmh. en tant que manager, normalement, je suis formée à détecter ça. Je suis formée à recueillir la plainte d'un salarié. Je suis formée à ne pas mépriser un salarié ou une salariée qui vient de me dire: «Oui, on m'a touché les fesses pendant un séminaire». «Oh, tu exagères, c'était juste un moment pour rigoler». Non, non, séminaire, c'est du travail. Même les moments informels sont un cadre professionnel. Donc, ça c'est important. Donc en tant que salarié, dès qu'il y a quelque chose qui gêne, on le dit. On écrit, même si on a parlé au téléphone, on lui dit: «Ce que tu as dit m'a gêné. Cette remarque m'a blessé». Je sais que c'est difficile de le faire, je sais. Mais si vous ne le faites pas, demain si vous êtes, licencié alors que vous avez été harcelé, eh bien, il faudra penser aussi à l'après. Est-ce que je veux aller faire reconnaître mon statut de victime et donc je vais en justice? Pour aller en justice, il faut avoir un bagage avec soi, des preuves, des choses qui montrent qu'il y a vraiment eu harcèlement. Ou alors je vais passer à autre chose et dans ce cas-là, je vais aller me soigner, peut-être, faire des thérapies pour oublier ce traumatisme professionnel parce que ça traumatise et je passe à autre chose. Donc là, ça va être propre à chacun. Mais l'écrit est primordial dans ces situations-là. Pourquoi? Parce que au delà du fait d'avoir des preuves, écrire, c'est objectiver. Par exemple, on ne fait pas de suppositions. C'est-à-dire qu'on s'est chamaillé, sur un projet, par exemple, et que, tu m'as dit un mot qui m'a pas plu. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, dans un premier temps, je vais peut-être me sentir mal, c'est normal. Ensuite, je vais te le dire. Je te le dis peut-être à l'oral, mais je te l'écris. Peut-être que ton intention n'était pas celle-ci, tu vas t'excuser, tu ne referas plus ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'employeur, dans son obligation de santé et sécurité au travail, quand on va en justice, bah, et oui, il y a le concept de bonne foi, bon voilà, il y a la bonne foi qui doit primer dans les relations, mais en droit du travail, on condamne les conséquences. C'est pas comme en pénal où on cherche l'intention et cetera. On condamne pas l'intention. Oui, s'il y a l'intention en plus des conséquences, c'est beaucoup plus. On condamne les 2. Genre, il y a une intention de nuire, mais La personne peut être juste maladroite
et quand même être inculpé parce Bien que sûr. les faits sont Bien sûr, parce que cette maladresse, elle a eu des conséquences sur les conditions de travail du salarié, sur sa dignité, sur sa vie au travail, sur son avenir professionnel, etc. mmh, Donc ça, c'est des choses qu'il faut intégrer dans sa pratique en tant que salarié, faire de l'écrit. Et je pense que on doit se forcer à écrire. Parce que beaucoup de choses se passent dans des moments informels. Il faut écrire. Et l'écrit est important pour objectiver des situations, tout simplement. On laisse place à l'objectivité et les jugements, on les laisse de côté. Ça, c'est important et ça arrive dans les moments informels vraiment beaucoup. Quand je dis moments informels, je parle des séminaires, par exemple, les séminaires où on part, peut-être à l'étranger avec tous les salariés, avec tout le groupe. C'est super, hein, ça crée des dynamiques, d'énergie, des dynamiques de cohésion et cetera. Mais, j'ai vu des choses aussi dans certaines entreprises où ça s'est très mal passé. L'abus d'alcool a fait qu'on peut se retrouver, dans des situations très difficiles. On peut aller aux urgences. Et l'employeur, il a une obligation de santé, sécurité au travail. Donc mmh, il faut faire attention, réglementer, cadrer l'usage de l'alcool pendant ces moments informels. Et puis le harcèlement dans les moments informels, type, harcèlement sexuel, agression sexuelle, harcèlement moral aussi, prend toute son ampleur dans ces moments-là parfois. Et c'est pour ça que je disais, tout à l'heure en tant que manager, on doit savoir recueillir la plainte d'une salariée ou d'un salarié qui se plaint et qui vient nous dire, «Hier en séminaire, tout le monde s'est mis autour de moi, c'était comme du bizutage, et cetera. On m'a mis la main aux fesses, on m'a forcé à faire un baiser, et cetera». C'est des agressions sexuelles et donc ça, on ne minimise pas. On ne dit pas que: «Oui, mais tu es susceptible», «Oui, mais c'était juste pour rire». mmh, C'est un moment informel. mmh, Le harcèlement sexuel, c'est pareil, mais il y a aussi la notion de, harcèlement sexiste, qui est très intéressant aussi, parce que, dans les faits, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une journée, 24 heures, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors imaginons au travail, on est tous les jours dans des environnements où on rigole sur certaines choses, des blagues à connotation sexuelle, pour faire rire. mmh, tout à fait. Sauf que ça, c'est condamnable. Tout simplement parce que, il y a une jurisprudence récente où, il y avait des managers qui avaient appelé leur équipe, féminine équipe Tampax. Que sympa, Ouais. très pertinent. Voilà et donc OK, donc il y a ça. On pourrait dire: «Oui, c'est un milieu fun, c'était pour rire, eux aussi nous ont appelé équipe, j'en sais rien». Tu rajoutes à ça le fait qu'ils envoyaient dans l'open space, ils collaient des images de photos pornographiques, OK. OK. Tu rajoutes à ça le fait qu'ils se donnaient des petits surnoms, mais des surnoms à connotation sexuelle, harcèlement d'ambiance. Mmh, La cour de cassation a estimé que c'était un harcèlement d'ambiance. Donc en fait, tolérer ces petites choses, elles ne sont pas petites, mais dans leur inconscient, voilà, pour eux, c'est des petites choses. mmh. À répétition. Tolérer, c'est faire en sorte que tu deviennes, une entreprise avec une ambiance, toxique et une ambiance de harcèlement. Il y a eu le harcèlement d'ambiance. Et c'est quoi finalement alors là, c'est un peu pas un cas particulier parce que du coup, il y a plusieurs personnes qui sont peut-être touchées. Ça peut être quoi les conséquences en fait, juridiques de Une du condamnation déjà, une condamnation pour harcèlement et ensuite on peut aller aussi sur le pénal. Quand on va sur le pénal, on peut faire condamner l'employeur en tant que personne aussi. mmh, Pas uniquement en tant en que tant personne morale, en tant mmh, qu'entreprise, mais en tant que personne. On peut aussi faire condamner évidemment, quand il y a une agression sexuelle, évidemment, il y a sur le civil, c'est-à-dire qu'on va faire condamner l'entreprise parce qu'elle n'a pas veillé à la santé et sécurité de son travailleur, parce elle était au courant et elle n'a pas fait cesser ce qui se passait. Et on peut aussi aller au pénal contre la personne qui a évidemment agressé ou qui a eu des propos, à connotation sexuelle et cetera. En fait, il y a un champ des possibles d'action. Encore une fois, il faut avoir la force de mettre des mots dessus mmh, et ça, c'est difficile. mmh, C'est pour ça que c'est important d'avoir une culture d'entreprise saine où mais dès le premier dépassement, on réagit. mmh, Ça peut paraître, peut-être un peu, comme de l'exemplarité, c'est-à-dire une sanction exemplaire, par exemple, mais on ne blague pas avec ces choses-là en entreprise. Je vois un salarié qui a fait quelque chose de mal, il harcèle ou il a agressé sexuellement une salariée,
licenciement. Évidemment, s'il est prouvé et cetera, on va pas faire de suppositions. Je le sanctionne. Parce que demain, la salariée ou le salarié qui se retourne contre l'entreprise, si elle dit: «Il y a même pas eu d'enquête harcèlement, il y a même pas eu d'action, l'employeur n'a rien fait, n'a pas réagi», il y a un manquement de sa part. Donc il a manqué à son obligation de santé et sécurité. Ensuite, sur le montant qu'on peut demander, ça va être des dommages et intérêts, ça va dépendre en fait du préjudice. Comment, en tant que salarié, je vais évaluer mon préjudice en justice. Mon préjudice qui va, par exemple, parce que j'ai eu des séances de thérapie, en plus, c'est pas remboursé, voilà, certaines mutuelles remboursent 3 séances par an, par exemple, mais Mmh. il a su peut-être que j'ai eu une thérapie sur 2 ans, peut-être que, j'ai pas eu de prime, donc je demande des créances salariales, donc j'ai 3 ans pour les demander. Peut-être que, j'ai, en tout cas, voilà, c'est un faisceau qui fait que tous ces éléments-là font que j'ai évalué mon préjudice à tant, à telle somme. Il y a pas une somme particulière, par exemple, pour se dire: «Oui, c'est 20 000 euros, c'est 30 000 euros». Ça, c'est en licenciement abusif. C'est vrai qu'il y a un barème, ce qu'on appelle le barème Macron, quand on n'est pas dans des harcèlements ou dans des discriminations. Là, on est dans le harcèlement. Le harcèlement, c'est vraiment en fonction du préjudice qu'on a subi et les condamnations, elles peuvent être vraiment très fortes, hein. Mmh. Exemple récemment, donc drame, un gros drame, un salarié, qui s'est suicidé, sur le lieu de travail, et son employeur a été condamné récemment. Il avait 26 ans d'ancienneté, c'était un comptable, il avait mis, un petit mot dans sa poche avant de se suicider: «Retour à l'envoyeur». L'employeur a été, condamné évidemment au pénal. Il a été condamné, et ce qui s'est passé dans cette histoire, alors on évidemment on n'a pas tous les faits, mais ce qui s'est passé dans cette histoire, ça a commencé quand? C'est quand, ils ont fait des alertes sur un nouveau manager et ce manager a été protégé coûte que coûte. C'est là où c'est important de sanctionner. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais remettre en question les pratiques managériales d'un manager que je remets en question sa personne. Ce recul, il est important à avoir. Je ne vais pas, en tant qu'employeur, aller chercher à protéger coûte que coûte mon management alors qu'il fait des choses illégales et il dégrade la santé de ses collaborateurs. Je ne le remets pas en question en tant que personne, je remets en question ses pratiques managériales parce que c'est illégal. Mais encore une fois, est-ce que quand on est employeur ou dirigeant, on arrive à avoir ce recul? Je pense pas, hein, vraiment, c'est pas partout, malheureusement. Donc oui, il y a des dirigeants qui font qui font, beaucoup de choses pour, leurs salariés, mais on n'est pas arrivé à arrêter tout ce genre de choses. Il y a des suicides au travail, il y a un mal-être et donc le harcèlement peut conduire à ce genre de choses, Mmh. malheureusement. Mmh. Et surtout que c'est très, comment dire? C'est beaucoup plus, facile, d'être dans le harcèlement moral ou sexuel ou sexiste qu'on ne le pense. C'est-à-dire que, ce que j'avais lu aussi, c'est que, par exemple, juste le fait de mettre, en fond d'écran une fille, nue, par exemple, au travail, avoir son écran allumé qui soit visible, du coup, par, les femmes dans l'entreprise, ça peut être considéré, en tout cas, comme un acte, heu, À connotation sexuelle, connotation évidemment, ouais. évidemment. Mmh. Il y a eu des cas où dans l'open space, il y avait des salariés qui arrivaient dans l'entreprise, c'était pour rire apparemment. C'était pour rire, et les salariés, le prenaient aussi comme ça, comme une blague. Mais il y avait un manager qui avait alerté d'un autre département et l'employeur a été condamné. Ils avaient fait quoi les salariés qui Ce sont qui s'est rentrés? passé, c'est que quand tu arrivais sur ton poste de travail, tu trouvais un magazine pornographique. Ah, oui, c'est Elles ont rigolé. Donc ce que je veux te montrer à travers cet exemple, c'est que, c'était pas elles qui ont été se plaindre. oui, en plus, oui, oui, elles ont Mais il y a une culture qui se crée là, il y a une ambiance qui se crée qui est pas saine du tout. mmh, En fait, mais il faut pas oublier qu'on est au travail. Je sais pas, à un moment donné, il y a un contrat, on est au travail. mmh, Pourquoi, et puis c'est pareil quand on a des séminaires ou des moments informels, des after work où on se prend en photo ensemble et tout et que derrière, avec ces photos, qu'est-ce qu'on fait? On va aller faire, des montages, pornographiques et tout, c'est pareil en fait. mmh, Il y a des dérives incroyables. mmh et normalisé, hein? Non, mais c'est ça le Ouais, souci, c'est que c'est ouais. normalisé, sauf que il suffit que ça blesse, ça humilie un salarié. C'est tolérance zéro avec ce genre de choses. OK, on peut s'amuser, mais sans faire de mal, en fait. À quel moment on s'amuse uniquement en mettant des images à connotation sexuelle? À quel moment on s'amuse uniquement en obligeant ses salariés à boire de l'alcool?
Il y a eu une jurisprudence comme ça en 2023 où, un salarié refusait d'aller à un after work. Il y avait beaucoup d'after work et les employeurs, comment ils ont, les associés, comment ils ont justifié ça, que c'était une culture assez friendly, une culture, où il y avait beaucoup d'alcool, il y avait des barils d'alcool, hein. Il y avait des barils d'alcool, fallait venir et tout, lui, il voulait pas. Donc on peut pas contraindre un salarié à aller à un after work comme ça. Ils ont estimé que leur culture justifiait ça. Ils ont été condamnés évidemment parce que le salarié était licencié avec comme motif «pas très fun», entre guillemets, pas très fun. Il n'est pas fun. Non, mais ça, c'est un gros sujet, le truc des afterwork. Comme plusieurs reprises, on m'a partagé le fait que, les personnes se sentaient, mal à l'aise de par les retours des collègues qu'elles pouvaient avoir parce qu'elles étaient pas présentes aux afterwork Bien sûr! et légalement, je vois pas où c'est marqué dans le Bah, contrat qu'il faut être là, non, mais après il y a after work et after work. Est-ce que dans cet after work alors ça va être la sémantique. Est-ce que cet after work, c'est un moment où on va inviter des potentiels clients? Où on va dire à notre équipe commerciale: «Faut être là», un moment un peu informel, mais faut être là pour essayer de closer des deals. Ah là, c'est pas pareil. mmh, Là, on est dans un environnement où ça va devenir professionnel, parce qu'on invite son équipe commerciale à être là. mmh, Mais il ne faut pas être dans l'à peu près et dans la subtilité. Je ne vais pas te dire: «Ah, ça serait bien que tu sois là». Non. Dis-moi si je dois être là ou pas. Est-ce que mon poste est important pour cet événement? Oui, OK, donc c'est du travail, donc je viens travailler. Dans ce cas-là, c'est des heures sup, ça dépend de ton contrat. Si tu me fais comprendre que tu n'es pas obligé, mais ce serait quand même bien, là, on laisse place à la subtilité. On laisse place à l'instabilité chez le salarié, de se dire: «Si j'y vais, il va se passer des choses, j'y vais pas, on va me le reprocher ou alors on va peut-être le faire de manière subtile». C'est très malsain. Donc clarifions les choses. Est-ce que ma présence est obligatoire à ça? mmh. Est-ce que c'est du travail? Ou est-ce que c'est juste un moment pour venir, boire un coup entre collègues et cetera? Mais dans ce cas-là, n'obligez pas vos salariés à le faire, hein. Oui, C'est pas ça la culture oui. d'entreprise, hein. La culture d'entreprise, c'est pas obliger vos salariés à aller aux after work. Mmh. Il y a des Faut parents, il y a des gens qui c'est n'aiment que pas et puis normalisons le fait que tout le monde n'aime pas. mmh. Normalisons le fait que même quand on est célibataire, sans enfant, sans vie de famille, on n'aime pas forcément rester au travail après le travail. On a peut-être une vie quand même. D'où le mot after work. Voilà, Voilà. after work déjà. On Oui, est oui, déjà tout dans le à before fait. là, alors, C'est ça. Non, mais voilà. Non, mais oui, tout à fait. Je pense que c'est important effectivement de le rappeler parce que, il y a quand même, en entreprise, une culture, enfin, en tout cas dans les entreprises dans lesquelles j'ai été, je ne veux pas généraliser, où on va, amener, et ce qui est pour le bien des collaborateurs, hein, les collaborateurs à se rendre visibles. Parce que l'entreprise, c'est politique. Mmh. Si on veut gravir les échelons, faut être apprécié, faut se montrer et cetera. C'est C'est vrai, ce qui est vrai, ce qui est absolument vrai. Et mais après chacun a sa façon, bien en sûr. fait, d'exprimer sa visibilité. Ça peut passer par des projets en interne durant la journée. Ça peut passer par, un chin-chin le soir, Bien avec un verre de vin, enfin voilà. Non, mais c'est vrai que ces moments informels, disons la vérité quand même, ne soyons pas, dupes. Ces moments, voilà, ces moments, informels, ils créent aussi un lien avec, par exemple, les dirigeants, avec et c'est injuste. C'est injuste que ce soit comme ça, mais ils créent ce lien avec les dirigeants, avec les managers et cetera et c'est vrai que, il y a une différence entre se rendre visible, dire, porter à la connaissance de son manager ce que je fais, donc documenter ses réussites parce que c'est important demain pour négocier, il le saura. Si tu travailles dans l'ombre, tu dis rien et c'est ce qui arrive souvent avec les RH, hein, c'est pour ça que tout le monde les déteste dans certaines, situations parce que les RH font beaucoup de choses dans l'ombre. Ouais, On n'a pas le temps d'aller vous dire, «Coucou, on a fait ça», mais on n'a pas le temps. On est submergé par énormément de projets ouais. et après si tout va mal, c'est forcément nous les responsables. Donc, avoir une culture ou avoir une approche où je porte à la connaissance de mon manager ce que je réussis, je porte à la connaissance de mon dirigeant ce que j'ai fait, et je ne suis pas obligée d'aller au moment informel, si je peux, tant mieux, mais ça ne doit pas être un critère qui fait que ça va me défavoriser. Demain, pour une prime, par exemple, je ne peux pas venir te voir te dire, Chloé, tu n'es pas venue aux afters cette année, tu n'auras pas ta prime. À quel moment? À quel moment je n'aurai pas ma prime parce que je suis pas venue aux afters boire un verre avec toi? Ouais. Non, mais c'est des choses qui se Ça passent peut exister, oui, oui. et cette visibilité, elle est importante quand on est managé
De se dire que je trouve mon moyen de rendre visibles mes réussites, mes deals, souvent dans des équipes commerciales. Si tu closes un deal, dis-le, écris un mail, transfère, fais quelque chose, mais documente. Mmh. Ne travaille pas dans l'ombre. Je suis désolée, si tu ne le dis pas, personne ne le saura. Tu as peut-être réussi à négocier quelque chose, ton manager n'est pas au courant, documente. Mmh. Tu le documentes pas, on ne le saura pas. Et puis tu arrives à ton entretien annuel et tu te rappelleras pas de ce qui s'est passé les 12 derniers mois. Tu ne sauras pas. Parce que tu n'as pas eu cette culture de documenter toutes tes réussites et tes améliorations, ou alors les manquements, ou alors les moments où tu aurais eu besoin d'aide. Mmh. Tout à fait. Du coup, là, effectivement, on a abordé, toute cette partie, on va dire, harcèlement moral, harcèlement sexuel et sexiste en entreprise. Hem, je sais pas, toi, déjà, est-ce que tu as des éléments à rajouter, à ce niveau-là? Parce qu'on a quand même évoqué pas mal de choses, donc je sais pas si il y a des choses qu'on n'en aurait pas parlé, peut-être qui te viendraient à l'esprit, Non, je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà. Si déjà on arrive à intégrer tout ça, ouais, là, c'est pas mal, les auditeurs, ouais. Peut-être, pour terminer, du coup, pour aller sur la fin, quand on est salarié, qu'on veut partir d'une entreprise, il y a heu, plusieurs solutions, parfois, qui sont pas forcément de son plein gré. Donc il va y avoir le licenciement, il va y avoir la rupture conventionnelle, ou il va y avoir, tout simplement, je pars dans l'entreprise, sans RC, sans rupture, sans rien et j'ai juste pas de chômage. Hem, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est aujourd'hui, le sujet de la rupture conventionnelle. Certaines entreprises en donnent assez facilement, d'autres ne veulent absolument pas en donner. Que dit le droit du travail à propos de ça? C'est un mode de rupture où il faut quand même l'accord des 2. Donc du coup, un peu compliqué quand même de contraindre qui que ce soit et c'est pas le but. Il faut savoir que la rupture conventionnelle représente un coût pour l'employeur. Il n'est pas obligé de se séparer, à l'amiable avec son salarié. Imaginons un salarié qui, veut partir de l'entreprise, qui n'a pas de plan B. Évidemment, il aurait envie d'avoir ses droits chômage. Donc il n'aurait pas envie de démissionner, ce que je comprends. Mais l'employeur n'a aucune obligation et en quoi l'employeur devrait obligatoirement accepter une rupture conventionnelle? Ça va se jouer à la négociation. Ça va se jouer à la relation qu'on a avec cet employeur, avec notre manager, et cetera. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas du jour au lendemain comme ça à dire: «Je pars, vous me donnez une rupture conventionnelle». Ça se passe pas du tout comme ça et ça risque de mal se passer parce qu'on arrive en imposant. Il faut vraiment, installer un terrain propice à la rupture. C'est-à-dire que, OK, je pars, mais qu'est-ce que je peux faire en tant que salarié, pour que mon départ se passe de la manière la plus indolore possible pour, l'équipe, pour le management, pour, l'entreprise? Comment je fais en sorte que mon départ, soit quelque chose d'assez serein, de bien préparé? Mmh. Il faut être dans une posture avenante, une posture, d'ouverture, à la négociation. Il y a aucune obligation d'accepter. Maintenant, les avantages qu'un employeur peut avoir en donnant une rupture conventionnelle, ça va être quand même, si le salarié n'est plus motivé, garder un salarié qui n'est plus motivé ou engagé parce qu'il n'est plus en accord avec, la politique du groupe, avec la culture d'entreprise, avec les projets, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc le mieux, c'est de se séparer. Ça ne sert à rien de maintenir un salarié qui ne va pas bien, parce que ça va faire perdre de la performance. Donc à ce moment-là, effectivement, une rupture conventionnelle est une solution. Oui, ça a un coût évidemment par rapport à la démission, mais quel est, calculons le coût. Quel est le coût d'un salarié qui reste et qui n'est pas motivé, plus engagé et qui peut, attention, provoquer un effet boule de neige? Mmh. Parce que le mal-être se voit très vite. Donc, voir si je viens au travail, que je vois mon collègue, mal, je vais me sentir mal pour lui parce que clairement il va être dans une posture où, il n'est plus comme avant, il n'est plus souriant, plus avenant. Il y a plus cette dynamique et cette cohésion, ça va casser la cohésion d'équipe. Donc je pense que, on devrait plutôt, quand on est employeur, penser différemment. Qu'est-ce que va m'apporter ces ruptures conventionnelles? Et l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de préavis par rapport à une démission. Donc il y a pas de préavis, ça veut dire qu'on va juste respecter le calendrier légal, les délais de rétractation, les délais de signature, les délais d'homologation à la DRITS, enfin à l'inspection du travail et cetera.
Mais pendant ce temps-là, voilà, ça peut durer à peu près un mois, on va dire, on va partir sur un mois et demi. Mmh. Mais si son préavis, il est de 2 mois ou 3 mois parce qu'il démissionne, qu'il a pas de congés payés à poser. Donc en fait, finalement, il vaut mieux voir ce qu'on gagne quand on est employeur, plutôt que ce que, va gagner le salarié. Parce que j'ai eu aussi des dirigeants qui m'ont dit: «Oui, mais j'ai pas envie qu'il ait ses droits chômage». Quel est l'impact pour toi? Quel est l'impact pour toi qu'il ait ses droits au chômage ou pas? Là, c'est plutôt personnel, c'est-à-dire Mmh. prenons du recul en tant que dirigeant, pense droit. Pense droit et obligations. Toi, en tant que dirigeant, c'est quoi le mieux pour toi? Qu'est-ce qui va être le plus coûteux? Garder un salarié qui n'est plus motivé, plus engagé, qui risque de créer un effet boule de neige, qui est en mal-être, le pauvre, parce que des fois, c'est des situations compliquées qu'on n'arrive plus à gérer, donc il faut sortir, de l'entreprise ce salarié qui n'a plus envie de rester, donc on le sort, mais sortons-le à l'amiable, ensemble, on discute. Il veut sa rupture conventionnelle, on lui donne si on peut. Si on peut pas, parce qu'il faut aussi coller à la réalité de l'entreprise, on n'a pas le budget, voilà. Souvent, ça arrive à des situations très dures où, ben, on finit épuisé quand on est salarié. Mmh On mh. démissionne parce qu'on n'a plus de solution Mmh. et on trouve pas de travail. Il y a des démissions qu'on appelle légitimes auprès de France Travail. Donc il y a des 17 cas de démission légitime. Le salarié, il faut qu'il se renseigne en amont pour voir s'il entre ou pas dans ces, cas de démission légitime. Par exemple, s'il y a une mutation du conjoint ou quelque chose comme ça peut être intéressant d'aller qualifier sa démission en démission légitime auprès de France Travail pour justement déclencher ses droits chômage. Mmh. Dans tous les cas, tous les 4 mois, il y a une commission par rapport à la réévaluation des droits. Si jamais il démissionne et qu'il n'a pas ses droits chômage, il pourra redemander une réévaluation à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est des situations très compliquées à gérer. Oui, tout à fait. Moi, j'ai même entendu, en fait, des cas, de collaborateurs qui, du coup, comme ils ne pouvaient pas recevoir de RC, se mettaient dans des situations, Pour les être licencié. sous-performants Ouais. pour être soit licenciés ou soit carrément, qu'on leur donne une RC. Parce que mine de rien, le licenciement pour une entreprise, c'est rigoureux. Il faut, Bien suivre, sûr, voilà, il faut avoir des preuves tangibles et cetera. Donc c'est bien aussi sûr, tout un processus. bien sûr. Bah, il y a beaucoup de salariés d'ailleurs, avant avant il y avait, l'abandon de poste. Oui et là maintenant ça a été, Avant il y avait l'abandon de poste, interdit. c'est-à-dire que, dès qu'un salarié ne venait plus, abandon de poste, donc on le licenciait. Mmh. Aujourd'hui, l'abandon de poste est présumé démission. Mmh. Donc en fait, il y a plus vraiment, de possibilité de faire, comme si on n'était pas là. Et puis j'ai envie de dire, il faut penser long terme. Heu, l'employeur, avec la nouvelle réforme, sur l'abandon de poste, il n'est pas obligé de licencier le salarié, hein. Il n'est pas obligé de licencier le salarié. Il peut le laisser dans les effectifs avec une fiche de paye à 0 € tous les mois. Alors comment tu peux donner une fiche de paye à 0 € Parce alors qu'il ne qu'il licencie justifie pas? pas de son absence. Il est toujours dans les effectifs, mais il ne justifie pas de son absence, donc je fais des retenues sur son salaire. Ah d'accord, c'est possible de faire ça. Bien Donc on est sûr, sur et du d'ailleurs, congé non payé, quoi. c'est même pas un congé. Il est toujours dans les effectifs, mais absence non justifiée, donc retenue sur OK, salaire. d'accord. Et d'ailleurs et d'ailleurs, il y a des stratégies dans certaines entreprises pour épuiser le salarié et le faire prendre une décision qui continue, comme ça. Mmh. On reste, on reste accroché à un employeur, mieux on n'est pas payé non plus. Mmh. Mais ce qui se justifie dans le sens où moi je suis employeur, tu ne me justifies pas ton absence, je vais pas te payer alors que tu ne viens pas. Mmh. Et c'est pour ça que l'abandon de poste, ça a été requalifié, enfin en tout cas, maintenant l'abandon de poste est présumé démission, mais c'est une procédure en plus à Mmh. l'employeur, hein. Il est pas obligé de l'estimer démissionnaire. Mmh. Il peut le licencier parce qu'il estime que c'est une faute grave, on le licencie, mais il faut faire attention avec la faute grave. En quoi son absence ne permet plus son maintien dans l'entreprise. Oui. Ça demande d'être Bien sûr, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que pour licencier, il faut vraiment des arguments. Ben oui, il faut un motif, on ne le licencie pas comme ça. Oui, il y a des salariés qui vont se mettre en sous-performance, des salariés qui vont et pour faire provoquer leur licenciement. Mais j'ai envie de dire, réfléchissons différemment. Si un salarié est arrivé à trouver des manœuvres pour qu'on le sorte, mais sortez-le, sortez-le tout de suite. Parce que dans tous les cas, vous devrez une indemnité légale de licenciement, sauf si vous le licenciez pour faute grave, mais vous devrez une indemnité. Sortez-le avec une rupture conventionnelle et au revoir. Mmh. Donc, faut vraiment questionner le rapport aux ruptures, en entreprise parce que c'est pas, l'employeur est quand même gagnant, hein, dans une rupture conventionnelle quand dans des cas pareils. Il est quand même gagnant dans le sens où même après si son salarié, il va aller contester des choses, au prud'homme parce que même en signant rupture conventionnelle, on peut aller au prud'homme, hein, ça c'est possible. C'est difficile de revenir sur un accord à l'amiable.
Alors que contester un licenciement, une rupture, par un licenciement, c'est plus facile qu'une rupture conventionnelle. Mmh. Voilà. OK, merci pour tous ces éléments. Avec J'ai plaisir. 2 dernières questions pour toi. La première, c'est je pense peut-être à ceux qui nous écoutent qui, sont dans des situations, de harcèlement moral, de harcèlement sexiste ou sexuel, Sexuelle. ou les 2. Et qui, voilà, sont dans des situations compliquées, qui ont du mal à mettre des mots, du mal à savoir, quoi faire, du mal à comprendre vraiment ce qui se passe, et cetera. Est-ce qu'il y a des, sites ou des documents sur lesquels ils peuvent se tourner pour les aider peut-être à bien, voilà, comprendre, analyser leur situation et trouver de l'aide? Mmh. Être accompagné de manière thérapeutique pour conscientiser ce qui se passe, poser des mots sur ce qui se passe et grâce à ça, on peut enclencher une défense Mmh. demain s'il y a besoin d'aller en Mmh. justice. Tout à fait. Mais le temps court très vite, hein. Donc il Mmh. faut moi je trouve qu'il faut pas négliger, il faut y aller tout de suite. Moui, Tout de bien suite, sûr. on consulte, un psychologue pour essayer de conscientiser ce qui se passe et on consulte un avocat. Mmh mh. Un avocat pour comprendre si ce qui se passe, ça s'apparente à du harcèlement ou Mmh. pas et à ce moment-là, l'avocat, il verra, s'il va proposer plutôt des négociations, si, il estime que la situation est si grave que non, il faut partir ou il faut demander une rupture conventionnelle et cetera. Mmh. Voilà, donc pour moi, c'est 2 choses qui iront ensemble. Après, il y a de nombreuses ressources gratuites, sur internet. Il y a des associations de souffrance au travail, par exemple, qui fait un beau travail. Il y a, le défenseur des droits, quand on a besoin aussi de le saisir, on peut le saisir, il y a énormément de ressources gratuites, Mmh. mais c'est pour ça que je parle en premier de l'accompagnement thérapeutique, parce que si je n'ai pas la force et je n'ai pas conscientisé que je suis en harcèlement, je n'aurai pas la force d'aller chercher ces ressources Mmh. et je vais être épuisée dans cette masse d'informations. Donc d'abord, on conscientise. Mmh. Tout à fait. Merci beaucoup, Avec Lina. plaisir, Alors, dernière question et après, je te libère. avec plaisir. Hem, si, il y avait, une personne qui pourrait venir sur le podcast, Magnotta Podcast, pour parler justement de bien-être au travail, Oui. d'après toi, qui ça pourrait être? Oh, je pense à une personne que j'affectionne énormément. Ouais. Elle a, j'en ai parlé en plus pendant le podcast. Elle a le même prénom que moi, une Ah oui? lettre près, c'est Heu, Lobna Kaleja, ancienne DRH, énormément d'expérience en tant que DRH, et bien-être au travail, elle a un avis assez, intéressant et tranché sur la question et un avis terrain. Donc je pense qu'elle serait pertinente, mmh. sur ce créneau-là. Donc je serais ravie de l'écouter et de la voir, sur ton podcast et je suis sûre qu'elle ne refusera pas ton invitation. Ah bah, écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour, tous ces éléments. En tout Avec cas, plaisir. c'était très instructif. Et est-ce que s'il y a des personnes justement qui nous écoutent là et qui ont envie de, bah, de te contacter ou peut-être de te poser des questions, comment est-ce qu'ils peuvent, voilà, aller vers toi? Ils peuvent me suivre sur LinkedIn, Ouais? tout simplement. Donc, on a le profil, LinkedIn Loubna Tigroussine et j'ai une veille juridique et RH où justement je tiens au courant, toutes les personnes qui me suivent, des évolutions, des cas de jurisprudence, des affaires, et je les décrypte de manière, déjargonnée pour qu'ils puissent bien comprendre et comme ça, ils seront tenus, au courant de leurs droits. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Loumna. Merci, j'étais ravie. Merci à toi. Merci.